présidence. Nous sommes ravis de vous accueillir ici sur cet espace un peu unique et on laissera notre hôte présenter ou en tout cas clôturer la matinée. Donc vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion d'entendre, j'espère, un bon discours d'ailleurs sur tout ce qui est développement durable et tous les programmes qui sont mis en place autour de ce magnifique projet qui est unique en France, puisque l'interfilière au niveau national, il n'y en a pas d'autre. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt facile à présenter. C'est un programme qui représente plus de 200 programmes, enfin 200 projets qui ont été menés. Alors tout au long de la matinée, bien sûr, on reviendra sur ces différents projets. Et au titre de l'UNAT, donc je voulais remercier déjà nos membres d'être présents de l'UNAT. Et remercier aussi Clara Manger qui est la cheville ouvrière de tous les programmes qui sont mis en place au niveau de notre filière. Ce projet est unique parce que, et je vais laisser la place après à Jean-Baptiste parce qu'il est bien meilleur pour le présenter puisqu'il a fait partie des pionniers de ce programme. Il est unique parce qu'il regroupe les 3 filières, que ce soit le tourisme social, l'hôtellerie plein air et tout ce qui est événementiel, restauration et hôtellerie. Donc ça, c'est quand même un projet incroyable qui a permis aussi à des partenaires de venir s'associer à notre programme. Mathieu l'évoquera tout à l'heure au niveau de l'ADEME, et puis bien sûr le soutien toujours présent et avec un programme à la fois sur de l'aspect financier mais aussi sur l'aspect de l'accompagnement, c'est la région. Et Rémi, je te proposerai de clôturer peut-être juste cette intervention. Jean-Baptiste, si tu veux bien. Oui, rapidement, je vais faire une présentation. Qu'est-ce que l'interfilière finalement? L'interfilière date, alors ça va peut-être vous surprendre, mais elle date de 2003. 2003-2004, c'est l'histoire de 3 copains. L'un est président de l'hôtellerie de plein air, l'autre de l'UMI et l'autre de l'UNAT. C'est 3 potes qui se réunissaient sur Bordeaux pour manger. Et bien sûr, ce n'était pas la Nouvelle-Aquitaine à cette époque-là, c'était l'Aquitaine tout court. Et l'interfilière est née parce qu'au cours d'un repas, tiens, qu'est-ce que tu fais toi? Moi je vais faire ça. Ah, je vais faire la même chose, c'est con. C'est nul, pourquoi tu le fais? Parce que moi je l'ai fait. Le résultat de l'enquête sponsorisée par la région et l'ADEME, je l'ai déjà fait. Si tu l'as fait une deuxième fois, l'économie de l'eau ou l'économie de ceci ou de cela, c'est la même chose. Donc on parlait déjà en 2003 de faire des économies non pas durables. On ne parlait pas de développement durable. On ne parlait pas... Écolo, c'était un gros mot à l'époque. On parlait juste comment on peut économiser, faire une marge beaucoup plus grande, et c'est comme ça qu'est né les économiseurs d'eau. Dans les campings, dans les hôtels, on achetait les économies d'eau, les économiseurs d'eau. On n'avait pas de sponsor, on n'avait pas de CEE, ou de EEC, je me suis trompé. On les achetait parce qu'on savait pertinemment que dès la première année, on faisait des économies. Et donc ça, on se disait, écoute, moi je vais me faire sponsoriser l'étude sur ça, toi t'as qu'à faire celle-là, toi t'as qu'à faire celle-là, comme ça l'ADEME, 3 filières, 3 études différentes, sauf que nous derrière on mettait tout en commun. Et ça nous permettait d'aller de l'avant, tiens moi j'ai trouvé une solution, c'est celle-là, voilà comment est née l'interfilière. Et elle est tellement née de 3 copains qu'elle n'existe pas, elle est virtuelle, ce sont 3 potes, il n'y a pas d'association derrière, rien. Et donc elle est montée jusqu'en 2015 et elle avait cette habitude-là de travailler ensemble. 2015 arrive la Nouvelle-Aquitaine, donc on s'est, comme les présidents de l'Aquitaine se connaissaient déjà et que la Nouvelle-Aquitaine est arrivée, on a dit on continue cette création d'interfilière, sauf qu'on l'a un peu plus officialisé en créant des projets communs où on disait, voilà, les 3 filières vont cofinancer, l'ADEME, vous aurez juste un dénominateur commun pour les 3 filières, la région pareil, et voilà comment on a monté en puissance l'interfilière. Voilà l'historique de l'interfilière. C'est pour ça que quand on parle aujourd'hui d'économie responsable et de durable, on parle vraiment, nous, non pas de la nature qui est durable, mais de nos entreprises et qui durent dans le temps, parce qu'à l'origine, c'était fait pour économiser sur nos coûts en fait, principaux, qui sont l'énergie. Et ça, on parlait en 2003, on ne payait pas l'énergie qu'on la paye en îlot, c'est la prochaine étape qu'on paye aujourd'hui. Donc là, voilà l'interfilière, voilà le but du jeu de l'interfilière, et voilà comment elle est montée en puissance, et qu'aujourd'hui, elle a pris cette ampleur-là. Je répète, à l'origine, c'est 3 potes, donc c'est toujours devenu 3 copains, même si les copains ont changé au fur et à mesure, parce que quand il y en a un qui change, on l'invite au repas, et puis tout de suite, ça se fait, et on négocie beaucoup mieux les choses autour d'un repas que officiellement autour d'une réunion, et c'est devenu toujours un repas
entre nous. Alors là, on se réunit beaucoup plus parce que... Oui, là, on se réunit beaucoup plus aujourd'hui parce qu'on a des devoirs vis-à-vis des engagements qu'on a pris auprès de la région, auprès de l'ADEME, avec des devoirs de résultats. On est monté en puissance, donc on a des techniciens. Donc moi, je vais en profiter pour remercier Aurélia, qui est notre cheville ouvrière, qui est là-bas derrière, qui est notre cheville ouvrière de télévision. Et donc, voilà pourquoi c'est peut-être, je ne vais pas dire que c'est un point final, mais c'est un bel aboutissement d'arriver sur une belle journée comme ça aujourd'hui sur la Thalasso Île de Ré, parce que ça justifie que nous ne travaillons pas pour rien, ça justifie que ce que nous faisons est important. Est-ce qu'on a des projets pour après? Oui, l'eau est un très très gros sujet aujourd'hui, il faut l'économiser. Aujourd'hui, les producteurs d'eau ont trouvé une super idée pour nous faire économiser de l'eau, c'est-à-dire que pour la saison, ils vont multiplier le prix par 4 ou par 5. C'est pas comme ça que marche l'interfilière. L'interfilière, depuis 2003, elle a trouvé des solutions pour économiser l'eau. Donc s'il y a bien des professionnels, ce sont ceux qui sont réunis autour de la table aujourd'hui, qui ont déjà commencé à économiser de l'eau depuis 20 ans. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut toujours faire mieux et on va aller de l'avant. Mais venir nous taper sur la tête aujourd'hui, alors que, surtout en Nouvelle-Aquitaine, où nous avons mis ça en place 2003, ça fait 20 ans qu'on a déjà mis ça en place. On n'a pas attendu d'être sponsorisé pour le faire, on l'a fait en amont, et on est la seule région de France où avoir les 3 filières avec les 3 puissances. Je ne vais pas rappeler les chiffres, parce que c'est un peu barbant, tous les chiffres, on peut leur faire ce qu'on veut, mais si on compte le nombre d'hôtels, de campings et d'auberges de jeunesse que nous avons en Nouvelle-Aquitaine, c'est impressionnant. Donc on fait une économie qui est considérable. Et aujourd'hui, venir nous taper avec de l'argent, c'est pas une solution en soi. Par contre, trouver des solutions pour faire une deuxième vie à l'eau, ça c'est intelligent et ça permet d'aller de l'avant. Et c'est là-dessus où on veut vous amener, justement, pour prochaine étape, sur un salon qui va lieu dans 15 jours à Tantica, où on va justement sortir 2-3 sujets sur l'économie d'eau, où vous allez voir que ça peut être très très intéressant financièrement. En plus d'être durable pour nos entreprises, en plus d'être écologique pour notre planète, vous verrez qu'en plus, c'est économique pour notre portefeuille et qu'aujourd'hui, il est temps d'y passer parce que on ne peut plus faire autrement. Voilà. Merci. Jean-Baptiste, je crois que tu as dit beaucoup de choses, donc on ne va pas répéter toutes ces choses. D'abord, moi je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui, et je vois que les 3 copains ont réuni beaucoup de copains autour d'eux, donc tout plaisir de se retrouver. Se réjouir également de voir que les services de la région sont ici présents, et puis merci parce qu'ils nous suivent depuis quelques années, et merci également les services de l'ADEME, et puis bien sûr merci donc l'autre qui nous reçoit aujourd'hui dans son établissement. Donc, oui, Jean-Baptiste, tu parlais de l'interfilière, tu as très bien résumé tout l'interfilière. Donc, ce sont des copains qui sont réunis depuis quelques années, qui travaillent dans un but commun avec des sujets quand même qui sont très intéressants, et des sujets à venir, tels que l'autre, tu le disais très bien, des sujets qui demain seront très importants pour nous tous, pour nous toutes et pour nous tous. Donc aujourd'hui, c'est mobiliser un petit peu dans nos branches respectives nos professionnels, nos collègues qui travaillent, alors moi pour ma part donc, dans l'hôtellerie et la restauration, et c'est vrai que de ce côté-là, nous avons au niveau du MIP peut-être un gros travail à faire après auprès de nos établissements, mais nous avons cette conviction, cette idée de travailler, de poursuivre ces efforts auprès de nos collègues sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, un territoire qui est très important, des Pyrénées-Atlantiques jusqu'au nord des Deux-Sèvres. Donc, bien sûr, il y a le littoral, une façade atlantique est très importante, mais aussi nous avons, et je le dis souvent, nous avons aussi des territoires qui sont peut-être moins fréquentés, et nous devons aussi travailler avec eux. Alors c'est pas toujours facile de rassembler tout ce monde. Je vois aujourd'hui qu'il y a des établissements qui sont ici, qui ont traversé pratiquement l'Aquitaine pour venir jusqu'à nous. Franchement, bravo, merci à vous toutes, et puis ça fait plaisir de voir tout ce monde réuni aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelques années, on était quand même moins nombreux autour de la table, dans ces réunions, et je crois qu'il vous appartient à tout un chacun de reporter un petit peu sur vos territoires ce que fait l'interfilière au service de nous tous, de nous toutes, et je crois que nous avons, et tu as très bien dit, nous avons du travail devant nous, nous avons beaucoup de travail devant nous. Alors moi, pour ma part, je vais vous présenter Zoé, qui est très impliquée au niveau de l'UMI, Zoé qui est
le plus doré quand on le voit. Voilà, qui est très impliqué aussi dans notre structure et ce qui est très important également, c'est que avec nos collaboratrices, c'est cet échange qu'il peut y avoir entre elles. Et je dois dire que les trois copains, d'accord, ils se retrouvent, mais aussi nos services administratifs se retrouvent aussi entre elles, et toujours avec une bonne ambiance. Et ça, je crois que c'est très important pour tout le monde, être au service des autres. Voilà, je crois que je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas rester plus longtemps. Merci, et puis voilà, je suis ravi de voir toutes et tous ici aujourd'hui. Merci à vous. Monsieur le Président, cher Rémi, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, merci pour votre accueil, cher Sylvain. C'est toujours un plaisir ici parce que c'est toujours une parenthèse enchantée. Et en ce moment, je peux vous dire qu'Aladin en a besoin de parenthèses enchantées. Donc ça fait du bien, voilà, d'être avec vous, d'être ici, d'être aussi à échanger avec vous sur le bilan de ce travail. Comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est une première nationale, je pense que ça le restera. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir cette interfilière, d'avoir des équipes, des chargés de mission. Il y en a eu de nombreuses et de nombreux, donc je tiens à les féliciter. Ils structurent aussi des filières qui portent techniquement cette mission à votre service pour faire avancer la cause du tourisme durable. Alors même si le tourisme durable est un peu galvaudé, il y a eu pas mal de débats à l'occasion des surfréquentations touristiques dont on a pu entendre parler dans la presse, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais vous dire que voilà, l'ADEME, son rôle, c'est d'amorcer ces initiatives qui sont innovantes, de pouvoir accompagner techniquement ces approches-là, de faire de manière collective, puisque notre esprit, c'est un esprit d'équipe, et à ce titre-là, l'Interfilière a fait toute la démonstration de son intérêt. On a aussi accompagné beaucoup d'entre vous, les professionnels, parce que c'est quand même eux qui font le travail sur le terrain, ce sont eux qui font changer les mœurs des touristes, ce sont eux qui investissent, ce sont eux qui prennent des risques. Donc on l'a fait aussi à travers le fonds tourisme durable qu'on a pu accompagner la région de Nouvelle-Aquitaine. C'est une fierté qu'on porte à l'ADEME et qui est partagée. La première région qui a engagé le fonds tourisme, c'est près de 16 millions d'euros d'aides qui ont été apportées à près de 700 porteurs de projets, donc c'est conséquent. Et surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça génère près de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires et d'investissement. Donc ça veut dire que vos engagements en faveur de la transition écologique, c'est des engagements pour les territoires, pour l'emploi, pour le développement économique. Et ça, c'est très important. On ne fait pas la transition écologique juste pour se faire plaisir. Donc pour ce qui est de l'interfilière, voilà, on a été accompagnateur. Je ne peux pas vous garantir qu'on le sera à nouveau. J'aime bien le discours de vérité. Vous le savez, messieurs les présidents, combien je le porte. Ça va être compliqué dans les années à venir concernant les financements relatifs à la transition écologique. Bon, voilà, après, l'argent est l'argent, il y en a besoin pour faire avancer ces approches-là, il n'y a aucun souci là-dessus, mais on est à vos côtés malgré tout pour vous accompagner, pour apporter l'expertise technique, pour vous soutenir, et bien sûr, vous et l'ensemble de la filière. Donc vraiment, un grand bravo, un grand merci à vous tous qui faites avancer la cause. On est à vos côtés, on se sera différemment certainement dans les années, dans les mois à venir. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On est content d'avoir participé à la naissance, voilà, d'avoir été sur le faire-part. Mais maintenant, on espère que l'enfant est devenu adolescent et ne va pas connaître sa crise d'adolescence, mais va grandir au service du territoire et des acteurs du territoire, et notamment des professionnels du tourisme. Un grand merci à vous. Et puis passez une bonne journée, profitez-en pour échanger, c'est le plus important. Voilà, nous on est là avec, puisque tout le monde a présenté ses référents, on vous présente la référente de... Alors vous connaissiez Raphaël Chadelière, mais il a été remplacé comme quoi personne ne s'est remplaçant, avec Agnès, voilà, qui est votre référence. Alors en toute modestie, je ne peux pas mettre la pression à Agnès, mais c'est vrai que concernant le tourisme, on est un peu moins présent, on le sera un petit peu moins, donc voilà, on est toujours à vos côtés, et on essaiera de faire le maximum, mais avec des moyens bien moindres, vous le savez. Donc voilà, bon courage à vous, bonne journée, profitez bien. Merci Mathieu, c'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés. Alors, monsieur le directeur, merci de l'accueil. Messieurs les présidents, vous êtes en forme. Bon, donc ça, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour nous, pour la région. En tout cas, c'est un bon signal. C'est effectivement une vraie fierté quand on est vice-président en charge du tourisme, d'avoir cette interfilière et d'avoir vous trois qui travaillez très bien en étroite collaboration ensemble avec d'autres ici. Je pense à Jean-Philippe qui maintenant participe avec nous au CRT, chez Envahi,
qui est là. Donc, alors je ne vais pas faire tout le monde parce que je crois que vous êtes soit président, soit directeur, tous là, donc quasiment. Donc je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je suis là jusqu'à la mi-journée, parce qu'après nous avons, cher Alain, un groupement interassemblée sur le tourisme, où nous votons un certain nombre de dossiers pour la commission permanente de lundi prochain, avec un contexte, et je vais commencer par ça, qui, comme vous en doutez, n'est pas facile pour la région, il n'est pas moins pour l'ADEME, il n'est pas pour l'État, enfin bon, au moins il y a un vice-président, pour l'instant il n'y a pas de ministre, donc nous au moins on tient jusqu'au moins 2028, mais c'est un vrai problème pour nous, puisque nous avons un budget 2026 qu'on est en train de construire, qui est difficile, avec 150 millions d'euros de recettes en moins, et avec 750 millions d'euros de promesses qu'il nous faut tenir. Donc c'est-à-dire que sur un budget d'investissement d'à peu près 800 et quelques millions, vous voyez qu'on a une marge de manœuvre d'un peu moins de 100 millions d'euros pour rajouter des projets en 2026. Et je peux vous dire qu'il y a des trains à faire fonctionner, des bus à faire rouler, des lycées à chauffer et à moderniser, et puis accessoirement des entreprises à accompagner. Je dis accessoirement, mais c'est ironique, puisque vous savez que le président Laroussé est très à l'avant-garde pour accompagner le tissu économique. On a des résultats, on est la deuxième région qui réindustrialise le plus en France après les Hauts-de-France. Bon, on a une région attractive d'un point de vue touristique, mais il faut continuer de moderniser, d'investir, puisque nous on prône un tourisme de territoire, donc chaque territoire est un peu différent et chaque offre doit être accompagnée un peu en faisant du sur-mesure. Et là je reviens avec vous, puisque vous êtes là pour nous faire remonter les dossiers. On ne traite pas le lac de la Civière comme on traite le lac Sanguinet, ou je sais quel lac landais, cher Jean-Philippe, que tu me citeras. Je vous dis la Civière parce que j'en reviens, j'ai passé la journée hier. Il y a des bonnes nouvelles, puisque les deux campings ont fait, ils ont été pleins de début juillet jusqu'à fin août, avec même une semaine où des mobilhomes se vendaient 1800 € la semaine, hein, donc c'est quand même à Bassivière, hein, à 700 mètres d'altitude. En pleine canicule, vous me direz, donc c'est vrai que ça fait du bien d'aller respirer un peu l'air frais, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas traiter chaque territoire de la Nouvelle-Aquitaine comme les autres, donc il faut faire du sur-mesure. Donc c'est ce qu'on est en train de faire dans le budget 2026. Et moi j'ai demandé au service, que je salue, à Pascal, Sandrine, elle est là-bas, voilà, que je remercie pour leur travail au quotidien, puisque ils sont dans les services depuis quelques années, ils ont connu les belles années également de la région, et maintenant ils ont un travail à faire avec nous, de resserrer un peu certains crédits, de baisser les taux d'intervention, et ça a des conséquences. Ça a des conséquences en termes d'emploi sur des filières qu'on peut accompagner, ça a des conséquences en termes de dynamisme économique. Bon, mais on est dans un pays où l'État pense que les collectivités locales sont en partie responsables du déficit, donc il faut qu'on rembourse. Bon, c'est comme ça, on essaie de se battre, on va trouver des solutions. Vous êtes dans le bon segment à double titre. D'abord parce que vous travaillez ensemble. Donc nous, le côté interfilière, ça nous intéresse, et moi ça me permet de justifier le maintien de certains crédits. Puisque vous savez travailler ensemble, et après quand je vais être auditionné par le président Rousset, je peux lui expliquer qu'il faut maintenir certains taux d'intervention, certains règlements d'intervention, parce que vous savez travailler ensemble. Ça c'est la première des vertus que vous avez tous les trois et tous ici. La deuxième des vertus, c'est que vous prenez un tourisme durable. Aujourd'hui, on est la collectivité qui investit le plus et qui accompagne le plus avec l'ADEME sur le tourisme durable. Il faut qu'on continue. On ne peut pas envoyer un signal en 2026 au nom des économies en disant on va faire moins sur l'investissement, l'innovation et la durabilité des choses. Ce serait contre-productif. Je sais que c'est pas, Mathis le disait, c'était parfois un gros mot écolo, etc. Non, c'est un mot qu'il faut continuer à accompagner parce que nous serons tous victimes demain du réchauffement climatique, de la raréfaction de la ressource en eau, de la beauté des paysages, et ici on est sur un site qui a fait de la biodiversité sûrement une priorité, et ça faut le saluer. Donc on serait à l'envers du cours de l'histoire si on arrêtait tout. Donc on va maintenir ces choses-là en lien avec le comité régional de tourisme qui nous aide beaucoup à bien flécher les choses. On travaille ensemble en co-construction avec Christelle Chassagne, ma collègue, pour le budget de 2026. Bon, vous voyez, on essaie de trouver des solutions. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je tenais à être avec vous ce matin. C'est ne vous inquiétez pas, on est là. On va trouver des solutions, on va continuer de travailler ensemble pour que vous ayez, vous la filière, la meilleure visibilité possible.
Ça, c'était les deux messages que je voulais vous dire. Je suis là jusqu'à la mi-journée, j'ai pris mon carnet, mon stylo. Maintenant, c'est à moi de vous écouter et je vous remercie de l'avoir fait. Oui, parce qu'on a cité tout le monde au niveau des filières, mais par contre, il y a une personne qui est quand même très très importante. Il y avait nous, il y avait Andrea qui a travaillé avec nous jusqu'à fin septembre, il me semble. Fin août, pardon. Ouais. Et puis on a Mathilde aussi, qui pilote l'interfilière. Donc aussi, on peut la remercier parce que... sur la suite. Allez. On peut repartir. Voilà, on va se faire. Alors, est-ce qu'on entend bien? Alors, je vais inviter à nous rejoindre Jade Guémon, qui est chargée de mission bilan carbone chez Chlorophylle, Audrey Dalacroix, qui est directrice du cercle nautique de Misan et du centre de lac et océan, et Pascal Chaille, qui est président de l'hôtel de Manoir. C'est cette technique en relation avec le coup, comme ça. Je vais prendre du jus d'orange, moi. Ah, super, parfait, merci beaucoup. Non, c'est bon. Je prends du jus d'orange. Je vais monter. Voilà. 2, 3. Alors, bonjour à tous. J'ai déjà été présenté, mais ça c'est fait. C'est quoi? C'est pas la voix qui porte le plus. Il y a des l'écran. Aïe! Petit test. Ouais. C'est bon? Ça sera plus que le replay, hein, cette partie. Alors, je ne vais pas représenter du coup l'interfilière parce que les présidents l'ont très bien fait, mais en tout cas, on travaille actuellement sur un plan d'action 2022-2025 qui se clôture au 31 octobre 2025 et qui est un plan d'action en 4 axes. Donc, on a proposé des accompagnements individualisés des professionnels, des accompagnements collectifs. On a fait en sorte de valoriser le tourisme durable et d'animer la vie d'interfilière au quotidien. Et donc tout au long de la matinée, en fait, on va voir des exemples justement d'accompagnement qu'on a pu proposer tout au long de ces 3 dernières années. Donc en premier exemple, sur cette table ronde, on va parler d'une campagne d'accompagnement individualisé qu'on a proposée sur 2024-2025 pour permettre aux hébergements touristiques de réaliser leur bilan carbone en étant accompagnés. Parce qu'on sait que c'est un exercice qui est assez complexe. Donc pour nous, c'était très important de pouvoir proposer un accompagnement spécifique. Donc cet accompagnement, il avait pour objectif de mesurer l'empreinte carbone de l'établissement. Donc vous verrez, Jade va rentrer plus en détail, mais Chlorophylle a aidé sur des séances d'aide à la saisie des différentes informations. Ensuite, l'idée, c'est de fixer un objectif de réduction, parce que, bon, une fois qu'on a mesuré, l'objectif, c'est quand même derrière d'agir. Donc là également, Jade a aidé et aide ceux qui sont en train d'être dans cette étape sur des séances d'aide à l'interprétation des résultats et de définition d'objectifs assez clairs pour la suite.
Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir communiquer auprès de la clientèle, parce que voilà, vous mettez en place des actions, c'est important de les valoriser. Donc vous verrez qu'il y a aussi certains éléments qui permettent d'aller dans ce sens. Donc on a, grâce à cet accompagnement, pu proposer à 15 structures de démarrer leur bilan carbone, donc issus des 3 filières. Et il y en a pour le moment 8 qui ont déjà finalisé leur bilan à ce jour, et notamment du coup les 2 structures qui sont présentes ici et qui vont pouvoir vous témoigner de leur expérience. Alors là je me suis trompée, cette slide ne devait pas être là, mais c'est pas grave. Donc je passe maintenant la parole à Jade Guémon de Chlorophylle. Bonjour à toutes, vous m'entendez? Très bien. Super. Bon, bonjour à toutes et à tous. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter Chlorophylle, mais surtout le sujet bilan carbone. Donc, je pense que voilà, ça parle un petit peu. Le bilan carbone, c'est un outil de mesure qui permet de quantifier vos émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à une activité. Donc, voilà. Vu les présentations qu'on a eues jusqu'à maintenant, je pense que c'est un rappel de dire que le tourisme a un impact sur l'économie, l'environnement et la société, et qu'évidemment, on parle du réchauffement climatique, mais c'est surtout le dérèglement climatique qui a un impact sur le tourisme en fonction des régions. Et donc chaque région est spécifique et chaque établissement aussi est spécifique. Pour vous parler un petit peu émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui 11% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du tourisme, dont 16% proviennent des hébergeurs et des restaurateurs. Il faut imaginer qu'il y a plus de 60% qui dépendent du transport. Sauf qu'aujourd'hui, pour le tourisme, il faut bien que les clients puissent venir jusqu'à votre établissement. Donc le transport est à prendre en compte. Et l'impact, en fait, finalement... évidemment, donc pour s'en rendre compte, il y a quand même eu des objectifs qui ont été mis en place avec les accords de Paris. Donc là, l'intérêt, c'est de faire un petit rappel que d'ici 2030, on arrive à réduire d'au moins 55% nos émissions de gaz à effet de serre. Pour qu'on atteigne d'ici 2050 ce qu'on appelle la neutralité carbone. Donc je démystifie toujours un petit peu ce sujet. On ne peut pas arriver à zéro puisque une activité que ça émet, l'intérêt c'est de savoir en fait quelles sont nos plus grosses sources d'impact pour pouvoir les réduire au maximum. Donc encore une fois, on ne pourra pas arriver à zéro. Tout ça pour réduire en fait d'ici 2100, limiter notre réchauffement à moins de 2 degrés. Donc on est déjà à peu près à 1,5 degré. Pour imaginer la planète, en fait, c'est comme si nous, on prenait 3 degrés de fièvre. Quand on est à 40, ça ne va plus. Et le sujet, c'est comme je le dis souvent, moi, quand je pars en vacances, j'aime bien prendre 15 degrés de plus. C'est très sympa d'aller à la plage quand il fait beau. C'est plus la biodiversité qui ne va pas avoir le temps de s'adapter et l'accélération donc, qui est importante à prendre en compte. Et évidemment, donc, on est tous acteurs à notre échelle, hein, que ce soit de manière individuelle ou en tant qu'établissement, on est tous acteurs de ce changement. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans un bilan carbone? Donc évidemment, il y a les émissions directes et indirectes, c'est divisé par 3 scopes. Il y a les émissions qui sont liées à la combustion de nos énergies, il y a toute la partie énergie justement, et évidemment il y a tout le reste, donc c'est-à-dire aussi bien les déchets, les transports, les achats, et en fait toute cette partie-là c'est le scope 3 qui a été très longtemps oublié. Mais qui permet finalement d'identifier quels sont vraiment vos impacts pour pouvoir mettre en place des solutions de réduction. Alors voilà, Chlorophylle, en effet, on est complémentaire au label, on n'est pas un label, mais l'intérêt c'est de pouvoir répondre aux exigences aussi bien pour Clever, Globe, Écolabel, etc. L'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire qu'un label, donc, comme Clever et Écolabel, etc., ne vont pas vous demander d'avoir un certain quota. Il n'y a pas de bon ou de mauvais bilan carbone, c'est vraiment une trajectoire de réduction qui est aussi attendue par les banques aujourd'hui. Donc maintenant, si on veut pouvoir répondre à des appels d'offres ou pouvoir faire des demandes de prêts, en effet, c'est une trajectoire qui est reconnue. Voilà, l'intérêt aujourd'hui de faire votre bilan carbone, c'est surtout de réduire votre impact sur les ressources, mais comme ça a été très bien dit au tout début, réduire vos ressources, réduire votre impact plutôt, ça va vous permettre surtout de faire des économies aussi financières. Donc ça, c'est pas négligeable. Aujourd'hui, on voit bien que le sujet restera toujours évidemment l'économie. Et ça permet donc de faire un état des lieux pour définir des priorités qui vont également vous permettre de développer votre marque employeur. Aujourd'hui, les clients, voilà, on le sait tous, sont très intéressés par, tout simplement par tout ce qui est démarche écologique. En tout cas, ils sont plus regardants. Gagner des parts de marché, répondre à des exigences financières et surtout savoir communiquer avec transparence, parce que pour avoir accompagné beaucoup d'établissements, en fait, le sujet parfois c'est de savoir comment mettre en avant et valoriser ce que vous faites déjà.
Donc nous, chez Chlorophylle, en fait, Chlorophylle est né d'un besoin entre des hôteliers restaurateurs qui ont fait une demande pour s'intéresser au sujet, mais qui ne savaient pas forcément par où prendre le premier bout. Donc ça a été un outil qui a été co-construit avec des experts carbone et des hôteliers restaurateurs pour pouvoir mettre en place tout simplement un questionnaire qui répond au lieu d'être face à ce gros tableur Excel qui fait très peur avec ses 15 onglets, sous format questionnaire pour pouvoir le rendre accessible, de pouvoir aussi le rendre de manière autonome. Il s'adapte évidemment à chaque pays et l'intérêt c'est de pouvoir vous accompagner au maximum pour pouvoir mettre en place des actions et aussi une meilleure compréhension du sujet. Donc on va prendre évidemment, comme je vous disais, donc, tous les scopes, c'est-à-dire la mobilité, l'énergie, les opérations et les achats, et évidemment les déchets. Tous n'ont pas les mêmes priorités, c'est d'ailleurs pour ça qu'un bilan carbone est vraiment spécifique à chaque établissement. Une même structure avec le même nombre de chambres, par exemple, ne va pas avoir les mêmes besoins en fonction de sa région, en fonction de son isolation, en fonction du nombre de clients qui vont passer. Donc l'intérêt, ça va être de pouvoir... Pardon, je me suis avancée en fait sur mes slides, mais ça va être de pouvoir surtout enregistrer vos mesures. On le voit en fait finalement, mais je pense que ce sera dans le partage d'expérience. Il y a vraiment une prise de conscience lorsqu'on est face à des données qui finalement vous paraissent très loin, mais c'est des données que vous côtoyez tous les jours, c'est des données qui sont réelles. Aussi bien la quantité de déchets que les mesures de vos énergies, le traitement des eaux, la mobilité des clients qui font une réelle prise de conscience et qui permettent aussi de fédérer les équipes autour d'un sujet commun finalement qui est la RSE et qui en effet nous attend tous plus tard. Donc en effet, on va aussi, donc, hormis le questionnaire, il y a évidemment l'intérêt, c'est de pouvoir vous montrer vos résultats hors le déplacement des clients, vous permettre de vous situer par rapport à des établissements de même classification également, pour pouvoir avoir des indicateurs clairs qui sont donc l'intérêt aussi, c'est de pouvoir le communiquer, que ce soit par couvert, par unité, par mètre carré, et aussi de pouvoir vous transmettre des fiches ressources où on va vous accompagner justement dans la mise en place d'actions. Donc en effet, l'intérêt c'est pas simplement de faire une mesure, c'est de mettre en place des objectifs pour pouvoir refaire une mesure et en effet voir si les actions ont porté leurs fruits, ce qui est en général le cas. Donc, en effet, on a plusieurs fiches ressources, on a travaillé avec un cabinet pour pouvoir les mettre en place. Et donc évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir communiquer et sensibiliser, puisque nous, à notre échelle, évidemment, on a à cœur de pouvoir permettre la durabilité, mais l'intérêt aussi, c'est de sensibiliser les clients, qui sont finalement les premiers. Voilà, on le voit, hein, les douches sont 2 fois plus longues lorsqu'on est dans un hôtel, les lumières restent allumées, et l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir sensibiliser à notre échelle également les clients sans forcément accuser. Hein, on est là pour être en vacances, mais quand on y est, parfois, c'est simplement de le faire bien, pouvoir minimiser sur le gaspillage alimentaire, sur la gestion des déchets, encore une fois. Et donc, nous, l'intérêt, c'est qu'on va vous proposer un kit de communication pour savoir justement comment vous aider à le mettre en place sans faire du greenwashing, parce que la ligne est très fine. Un module également pour sensibiliser vos clients pour qu'ils puissent calculer leur empreinte carbone pour venir jusqu'à votre établissement. Et le badge Chlorophylle pour attester que vous avez bien fait votre bilan carbone avec nous. Très bien, je pense que j'ai fait mon tour. En effet, voilà, nous sommes partenaires de l'UNI d'Interfilière. Et voilà, me contacte. Si vous avez besoin de plus de questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Jade. Donc, alors, j'ai oublié de le préciser au début, mais à la fin de chaque table ronde, on aura un temps de questions-réponses. Vous pouvez poser toutes vos questions sans problème, au contraire, on est là pour ça. Mais du coup, avant ça, on va passer au témoignage du coup, de professionnels qui ont participé à cet accompagnement. Et donc, on va commencer par Audrey Dalacroix, directrice du Cercle Nautique de Mimizan et du Centre Lac et Océan, qui est un adhérent de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine. Audrey, je te laisse présenter ta structure en quelques mots. Merci Mathilde, je sais que vous m'entendez. Bonjour à tous, je suis très honorée d'être là et de pouvoir apporter ce témoignage. Le Cercle Nautique est une association de Mimizan qui se trouve dans les Landes. Mimizan étant
assez éloigné de tout. Comme je dis souvent, on n'y passe pas, mais disons, on y va. Donc déjà, en termes de proximité, niveau impact carbone, il y a des choses à faire. Donc on est assez isolé du monde, et comme vous voyez, plutôt dans la Pinède, l'association a 50 ans. Au départ, elle a vocation sportive. C'est une association qui œuvre à la valorisation des sports nautiques, sports évidemment propres, puisqu'on n'est que sur du canoë, de l'aviron, du stand-up paddle, etc. Et des bateaux électriques aussi, pas un bateau électrique. Donc on a une base nautique qui est située sur un site classé Natura 2000. Et en 2005, l'association a répondu à un appel d'offres pour la gestion d'un bien d'État qui appartient au ministère des Finances, qui est un centre de colonie de vacances. Il a gardé cette vocation, donc ça fait 20 ans qu'on est en gestion sur cet établissement. Il se situe sur 5 hectares, comme vous pouvez le voir, avec plusieurs bâtiments, tous de plein pied. Et je crois que c'est le tiens. Donc depuis 2007, on occupe ce site-là, et en fait tout récemment, après avoir longtemps négocié avec le ministère des Finances directement, puisque depuis le Covid, on est quand même sous une grosse menace de vente, on a pu, après 3 ans de négociation, obtenir un bail amphithéotique pour 25 ans. Donc il faut savoir qu'on était sur des conventions d'occupation à titre précaire, on signait tous les 5 ans, ce qui laissait très peu de place à la projection, fatalement. Qu'au-delà de ça, on avait 8 permanents, donc l'année 2025 a été très marquante pour nous, avec la signature de ce bail, qui nous mènera du coup jusqu'en 2050, et du coup avec la neutralité carbone, d'après ce que je vois, on ne s'est pas pris. Donc fatalement, en ayant cette projection, on avait aussi l'ambition d'aller vers de la rénovation, puisque les bâtiments, pour certains, datent des années 70-80. Et dans la globalité de ce projet, on s'est penché sur plusieurs choses, notamment une politique RSE aussi. Et grâce à l'adhésion de l'UNAS, on a pris, je crois, l'adhésion, on a adhéré après le Covid aussi, je crois, ou pendant le Covid. Pendant le Covid peut-être. On s'est senti très... On a apprécié déjà l'esprit fédérateur qui règne autour de ça. Voilà, on est plutôt issu du milieu sportif, du milieu fédéral, et pour le coup on a trouvé un esprit très fédérateur au sein de l'UNAT et de l'interfilière. Beaucoup d'entraide aussi, et dans les échanges qu'on avait pu avoir, en fait, on a trouvé super pertinent de répondre à tout ce qui pouvait se faire. Donc, pour parler clairement du bilan carbone, je ne vous cache pas qu'il a fallu un alternant pour nous aider vraiment sur l'appui du dossier, qui est quand même assez fastidieux. Donc c'est Mehdi Chantoiseau qui était alternant depuis 2 ans chez nous, qui a fini justement par cette mission-là cet été, en recensant toutes les données qu'il y avait à collecter. Travail assez fastidieux, donc fatalement moi j'étais en lien avec lui, surtout sur la partie historique. Donc globalement voilà, il a fallu aller chercher sur tout le mobilier recensé, toutes les installations de cuisine recensées, qui étaient du matériel qui finalement daté d'avant 2005, il était déjà en place quand nous on est arrivé en 2005, donc même sur la date d'acquisition on n'avait aucune notion de tout ça, donc ça n'a pas forcément été facile, mais on a pu quand même aboutir après un long travail de recherche et de recensement à effectivement arriver à dresser finalement ce tableau fastidieux. Et c'est vrai que Jade l'a très bien expliqué, ça en sort quand même une quintessence assez pertinente, puisqu'on a ces diagrammes qui arrivent automatiquement, ces notations et ces indicateurs. Donc nous on s'est arrêté à ce stade-là pour l'instant. Pourquoi ? Parce que comme on est dans un projet de rénovation aussi, on puisse coordonner tous les éléments. Et à l'heure actuelle, on est sur l'analyse des données, on n'a pas encore dressé le plan d'action. Qui va aussi avec, forcément, puisque ça nous a été demandé, le plan de financement du projet. Donc aujourd'hui, nos établissements bancaires, effectivement, notre pool bancaire va nous demander ce bilan carbone. On a également un dossier en cours avec l'ADEME, avec une étude ENR multi-choix qui a été menée par un cabinet Adara qui se trouve à Pau et qui justement nous a questionné sur le fait
d'avoir est-ce qu'on avait ce bilan en cours. Donc voilà, tout ça, on est aux prémices encore du plan d'action, mais il y a un gros boulot de coordination qui est en train de se faire pour tout ça. Voilà, je ne sais pas si c'est les attentes. Si, c'est très clair. Tu as devancé mes questions finalement. Oui, du coup, j'ai tout condensé. Non, mais on est là pour ça, c'est ça qui est intéressant. Et j'avais une question. Comment envisagez-vous d'utiliser les résultats du bilan carbone pour mobiliser aussi vos équipes? Parce que j'avais cru comprendre que c'était aussi un objectif pour vous. Oui, absolument, puisqu'on est 8 permanents et on est sur des postes vraiment clés sur la structure. Et effectivement, on est sur un management hyper transversal, donc c'était hyper important pour nous de réfléchir collectivement au plan d'action qu'on va mettre en place derrière. Parce qu'il faut que le responsable de maintenance se sente concerné par ça, la chef de cuisine aussi. Donc voilà, tout ça, ça commence un petit peu à mûrir. Mais globalement, voilà, par exemple, on a la chance d'être un centre de vacances. Donc on sait que globalement, ça séjourne sur une semaine. On ne va pas s'embêter à aller chercher une multitude de menus. On sait qu'on est sur un menu unique qui marche, qui plaît. Donc restons sur ces semaines type-là, sur cette semaine de type-là, puisque là on s'oriente sur une semaine type. Mais par contre, voilà, essayons d'intégrer peut-être moins de viande, aller chercher le soir des repas un peu plus végés, voilà, des petites choses comme ça. Sur le circuit court, on est quand même encore un peu en difficulté là sur les Landes, malheureusement, parce qu'on est sur un territoire assez pauvre. Mais on y vient, on essaie de rentrer dans des réseaux type AV local. Après, sur la base nautique, aujourd'hui, on est sur des embarcations, encore une fois, qui n'impactent pas l'environnement, donc il y aura toujours des améliorations. Je pense par exemple à les gilets de sauvetage, des paliers, voir si on peut travailler sur des matières durables, recyclées. Sur la maintenance, voir comment on peut. Alors là, à l'heure actuelle, je vous imaginez bien qu'un site comme ça, globalement, on a une armoire élec avec un compteur élec global. Il va de soi que dans le projet de Renault, il va falloir qu'on ait un compteur indépendant pour chaque bâtiment, de telle sorte qu'on puisse suivre évidemment la conso. Surtout qu'on va être normalement sur un principe hybride, puisque certains bâtiments, d'après l'étude en cours aussi, on sera peut-être sur de la géothermie sur certains bâtiments, sur de la biomasse sur un autre. Enfin, voilà, on essaie de voir ce qui sera le plus pertinent selon les bâtiments. Effectivement, c'est hyper intéressant du coup de pouvoir faire cette démarche de bilan carbone en amont de rénovation aussi pour essayer d'orienter ensuite les interventions qui seront réalisées et puis après agir aussi dans les opérations quotidiennes comme tu l'as très bien dit. Donc merci beaucoup Audrey. Et puis on va du coup maintenant donner la parole à Pascal Faye qui est président de l'hôtel de Manuart qui vient d'un peu plus près finalement du coup de La Rochelle. Donc je vous laisse présenter votre établissement. Oui, effectivement, alors on dit président parce que c'est une SAS, en fait, je suis juste propriétaire. Effectivement, donc je suis le propriétaire de cet hôtel. C'est mon deuxième hôtel sur La Rochelle. J'ai commencé par un 2 étoiles dans une rue avec beaucoup de peuple qui était relativement bruyant. Donc on s'est écarté un petit peu, on est en bordure du centre-ville. Donc ça a un impact quand même, je vais expliquer après pourquoi. Et j'ai repris donc cet hôtel qui date des années 1800 et qui est effectivement un vieux bâtiment, mais j'ai eu la chance que l'ancien propriétaire en 2011 avait renouvelé et mis aux normes et au bout du jour. Donc ça veut dire que j'ai déjà visible de vitrage partout, etc. Et depuis déjà un petit moment, on souhaite effectivement s'agrandir. Donc là on ne le voit pas, mais on a acheté le bâtiment qui est à côté. Et on va passer de 18 chambres actuellement à 35 à partir du mois de mai. Donc l'occasion était intéressante de profiter de cet agrandissement pour basculer dans le vertueux, si je puis dire, et nous permettre de ne pas faire deux fois les mêmes choses. C'est-à-dire ne pas mettre, je reprends l'exemple de l'eau puisque c'est un petit peu le mot du jour, mais on a déjà des mousseurs, chacun chez nous et un peu partout, mais dans les différents labels, par exemple au Québec, puisque vous en avez parlé, il faut utiliser un certain débit. Donc il faut des châteaux de flux, il faut que
pas dépasser 9 litres minute, je crois. La douche, c'est pareil. Donc il faut effectivement du matériel adapté si on veut un jour rejoindre ce label. Et donc l'intérêt c'était effectivement de mettre tout de suite aux normes les choses et de profiter effectivement de cette rénovation. Je voudrais mettre l'accent, pour compléter ce qui a déjà été dit, parce que je ne veux pas redire ce que les autres ont déjà dit, de l'importance de ça, l'accent sur le fait qu'il y a un ensemble de choses, une synergie entre tous les phénomènes de la démarche RSE. En fait. Oui, c'est un gros mot de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, qu'est-ce qui nous rajoute encore, comme le bilan carbone, tous ces éléments-là qui nous font peur. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà, depuis plus de 20 ans pour l'interfilière. Comme par exemple, un truc qui est passé dans le langage courant, c'est de mettre un petit panneau en isolant qu'on ne lave pas systématiquement des serviettes, que celles qui sont mises par terre dans la douche, et puis que celles qui sont restées ne changent pas. Au début, pour les clients, ça passait comme quelque chose de pas bien, en disant ils ne sont peut-être pas l'hôtelier de faire des économies. Et puis en fait, maintenant, ils se rendent compte que quand il n'y a pas ça, on dit c'est du gaspillage. Donc il y a un changement qui s'opère dans l'usage des clients et des professionnels. Et donc il faut mélanger un petit peu tout ça et en profiter pour faire des choses qu'on fait déjà. Je reprends un petit exemple pour nous tous, c'est le petit déjeuner. Dans Atout France, vous avez déjà des questions sur la récupération des viennoiseries ou des choses comme ça. Et si vous adhérez à Too Good To Go pour revendre vos produits, vous avez des points en plus. C'est déjà dans Atout France pour les étoiles. Mais pour Clévert, ça y est aussi, enfin tout ça y est aussi. Donc mettre un petit écriteau dans la salle de petit déjeuner, je ne prends que ce que je mange, ou des choses comme ça, ça commence à être considéré comme une démarche vertueuse et un plus pour nous et pour nos filles. En plus de ne faire pas des économies. C'est pas sur le petit déjeuner qu'on va faire des économies, mais sur d'autres choses, effectivement, sur le lavage des serviettes, comme on a dit précédemment. Et donc quand l'interfilière, grâce à l'UMIH plutôt de La Rochelle, qui m'a informé qu'il y avait un désistement sur un bilan carbone qui était proposé par l'interfilière, on a effectivement sauté dessus pour dire on va en profiter pour le faire parce que toutes ces choses-là sont encore nouvelles et encore financées ou accompagnées par la région, par l'interfilière, mais bientôt ça deviendra obligatoire et donc forcément payant. Et nous, par exemple, notre organisme financier, c'était la BPI. La BPI propose un bilan carbone puisqu'ils sont assez actifs sur le sujet, mais c'était 6 €. Donc, effectivement, on a intérêt à prendre les vents. Vous savez tous, diriger, c'est anticiper. Donc, le refit a été pour nous un très bon outil. D'abord pour effectivement faire des plans, faire un plan d'action, incorporer le personnel dans cette démarche. Parce qu'effectivement, il faut expliquer au personnel de ménage, par exemple, qu'il faut faire le tri dans les chambres. C'est très compliqué parce que les clients ne le font pas. Donc on avait commencé par mettre des poubelles en mettant la poubelle qui est dans la salle de bain. C'est pour un certain tri. La poubelle qui est dans la salle avec un petit logo dessus, c'est pour ce qui est récupérable en fait, sur les plastiques et tout ça. Les clients ne le font pas toujours. Dans l'hiver, par exemple, il faut une poubelle avec 2 compartiments dans la chambre. Ça prend plus de place, c'est compliqué à mettre en place. Et impliquer le personnel là-dedans, c'est lui faire comprendre que quand il va falloir qu'il y ait un chariot de linge avec 2 poubelles séparées dessus, qui va prendre beaucoup plus de place, si elles ne sont pas dans la démarche, on va prendre ça comme une contrainte, et effectivement, ça va être compliqué à mettre en place. Donc il y a une réelle synergie avec tout ça, parce qu'on ne refait pas 2 fois les mêmes choses. Ce qu'on a fait pour le bilan carbone, on ne le refait pas pour Clévert, puisque ce sont souvent les mêmes questions. On ne le refait pas pour, par exemple, l'organisme de la mairie de La Rochelle qui s'appelle Terreau, qui est la transition énergétique des entreprises. Il repose effectivement les mêmes questions avec les mêmes demandes de ce que l'on consomme. Donc en fait, ça va très vite après à faire parce qu'on a déjà nos infos, quoi. On les collecte qu'une seule fois. Donc il faut anticiper et puis le faire, à mon avis, le plus vite possible. Donc pour le refit, nous on a mis sur notre site déjà maintenant le badge, puis le budget de calculer votre empreinte carbone, où les clients peuvent choisir en fonction de leur coût carbone
leur moyen de transport. Mais encore une fois, il ne faut pas aller trop loin. On ne peut pas leur dire ne prenez pas de transport, sinon ils ne viendront pas chez nous. Donc il faut effectivement trouver le juste milieu entre être vertueux et paraître vertueux et ne pas être envahissant. Un retour positif de l'interfilière, de l'Amiage de La Rochelle, que je remercie encore, et de Torofit, parce que Jade est vraiment formidable avec elle, ça va très vite. Et on fait beaucoup de visio, ce qui est l'économie du transport. Pour aujourd'hui, c'est pas forcément ça. Et ça, par exemple, à côté dans la salle, il y a ce petit badge là. Je ne sais pas si on l'aura tous, mais c'est le petit truc à mettre dans les salles de bain, 4 minutes top chrono. Ça, c'est top parce qu'on n'embête pas les gens n'embête pas. On réfléchit au moment de leur douche. Ils regardent pas, mais ça les imprime. Nous, on fait des économies. Oui, tout à fait. Mais vous verrez effectivement pendant la pause et je vous dis à la fin de la journée, vous pouvez aller dans la salle derrière, il y a plein de documentation, des kits sur l'eau, des stickers sur les biodéchets aussi, des affiches de l'ADEME, enfin, vous pouvez vous servir. Vous avez des grands sacs pour mettre ce que vous voulez dedans, donc vous n'hésiterez pas. En tout cas, merci monsieur Faye pour ce super retour. Alors attendez, parce que du coup, bon, ma slide de questions était avant. Non, mais c'est pas grave. Alors du coup, est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que vous avez des questions, donc, soit sur les intervenants qui ont témoigné de leur expérience, pour Jade, sur le bilan carbone, sur moi-même, pour moi-même. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour ça. Vous levez la main si vous avez des questions. Oui, bonjour. La question que j'avais, c'était... Alors, donc moi, j'ai un hôtel-restaurant, j'ai fait assez récemment le bilan carbone et j'étais un peu désespérée de ne pas l'avoir fait avec vous parce que j'ai pas eu de benchmark sur le métier. Et je me suis dit, la prochaine fois, il faut vraiment des outils où je puisse mutualiser avec mon secteur d'activité. Et une des questions qu'on m'a posée, et on n'a pas encore abouti, c'est de savoir comment on pouvait évaluer le transport de nos clients. Par exemple, un client qui va au Futuroscope et qui vient dormir chez moi, ce qui n'est pas le truc le plus fréquent parce que je suis à 30 km, mais est-ce que je compte le trajet qu'il a fait pour aller au Futuroscope et jusqu'à chez moi après, ou est-ce que je compte juste le trajet pour aller du Futuroscope à chez moi? Enfin, comment on évalue les transports clients? Alors, c'est vrai que ça ne marche pas très bien. Alors en fait, pour évaluer le transport des clients, on part sur des estimations quand on ne peut pas collecter la donnée. Un premier bilan carbone, en général, il y a énormément d'incertitudes, puisque finalement, vous êtes en train d'améliorer cette collecte. Aujourd'hui, pour en place un widget, l'intérêt, c'est que vous puissiez collecter de manière anonyme le déplacement de vos clients. Normalement, on devrait prendre leur dernier point. En effet, ils ne sont pas forcément venus pour votre établissement, mais leur dernier point d'arrivée. Sauf qu'aujourd'hui, on va collecter avec leur pays d'origine et leur nationalité si on n'arrive pas à avoir leur donnée principale. C'est-à-dire qu'il vaut mieux voir large que pas assez. Donc aujourd'hui, si vous avez des clients qui viennent de l'international, on va prendre en compte le moyen international. En général, les clients hors Europe, ils sont pas venus en euros, ils sont plutôt venus en avion. Mais sauf que si on arrive à améliorer cette collecte, on fait par exemple savoir qu'un client américain qui vient d'Asie, en effet, on est en train de faire par exemple un tour de l'Europe. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place, justement, on conseille aux restaurateurs de pouvoir mettre en place un questionnaire en pré-check-in ou en post-check-out pour dire comment vous êtes venu et quel était votre dernier point de chute. Finalement, c'est l'amélioration de collecte de données. C'est des choses qui aujourd'hui peuvent paraître un petit peu toujours, encore une fois, intrusives, même si l'intérêt c'est que ça reste anonyme. Mais c'est un petit peu comme le système des serviettes aujourd'hui qu'on va mettre par terre ou non. C'est que c'est en train de rentrer dans les mœurs. Et d'ailleurs, on est partenaire aussi d'un groupe d'hôteliers-restaurateurs avec qui on a accompagné plus de 60 clients qui ont mis en place l'année dernière justement ce questionnaire et qui ont plus de 90% de réponses finalement. Les clients en fait ont tendance à vouloir dire bah oui, je suis venu de là et en plus le fait que ce soit anonyme, personne ne va aller les rechercher pour leur dire attention, tu es venu en avion depuis Perpignan par exemple. L'intérêt c'est vraiment de pouvoir améliorer une collecte de données, pouvoir sensibiliser, savoir aussi comment sensibiliser sans accuser. On a des établissements comme je disais qui par exemple, qui
qu'ils vont mettre en place si on montre qu'on est venu en train. Il va y avoir soit une coupe de champagne à l'arrivée, soit par exemple moins 10% offert sur une 3e nuit. Ça fait un meilleur taux d'occupation, que ce soit pour l'hôtelier aussi, ça évite un transport en plus d'une journée en plus. Donc l'intérêt, c'est vraiment de calculer et on va dire d'améliorer cette collecte. Mais pour le moment, en effet, on part sur des moyennes marges et on part sur la nationalité du client. Pour les restaurants, pour le coup, on part surtout sur la partie régionale, puisqu'on estime que pour le coup, ils ne viennent pas forcément pour le restaurant. En fait, c'est le dernier hébergement ou c'est le dernier lieu où on était avant? C'est le dernier lieu où on était avant. D'accord. Alors après, s'ils viennent de traverser la rue, pardon, alors s'ils viennent de traverser la rue, non, en effet, c'est pas juste avant, c'est par exemple la dernière nuit qu'ils ont passé, est-ce qu'ils ont passé leur dernière nuit plutôt. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Jean-Philippe Burgeat, je suis vice-président de l'Uni Nouvelle-Aquitaine et hôtelier à Bordeaux. J'avais une question vis-à-vis de nos deux collègues. Par rapport au soutien ou à l'intérêt que vous auriez pu rencontrer ou pas auprès de vos collectivités locales, que ce soit la mairie, que ce soit les communautés de communes, le département, vous avez cité l'aide de 2017 et je m'en réjouis, ça ne donne pas, vous êtes un président très efficace. Mais est-ce que vous avez senti une volonté d'aller vers une responsabilité des collectivités locales vis-à-vis du sujet du tourisme durable, puisque le tourisme durable est un choix politique aussi dans tel ou tel endroit, et si oui, comment ils vous ont aidé, et sinon, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont en dehors du coup, ne veulent pas entendre, vous en tant que professionnel de vos régions, Charente-Maritime et Landes respectives? Moi, je vais parler que de La Rochelle, évidemment. Alors, j'ai fait un petit peu, s'il y en a qui sont de la région, qui veulent des renseignements, j'ai fait le tour de tout ce qu'on pouvait avoir comme aide. Alors, ça va d'un bout à l'autre. La mairie, par exemple, cette année, a décidé, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est en ligne du centre-ville, la mairie a décidé de faire le ramassage que tous les 15 jours, de faire toutes les semaines, des poubelles. Donc, pour un hôtel, évidemment, c'est un petit peu compliqué. Et ils ont réduit le litrage de la taxe d'ordures ménagères, qui est compris dans la taxe foncière. Donc ça veut dire que petit à petit, ils vont réduire ce litrage pour aller vers des ramassages des déchets payants, comme c'est déjà le cas pour Picasso, par exemple, qui fait ramasser ses poubelles tous les jours, et c'est normal, du coup, il est obligé de payer. Ou les biodéchets qui sont aujourd'hui à la charge du privé. Donc, Torofi nous demande, entre autres, de mesurer le poids de déchets, donc on le fait en litrage parce qu'on n'a pas encore de poids, on ne peut pas peser nos conteneurs ou peser tous les sacs, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, ça c'est un exemple. Et en même temps, on a comme tu as parlé tout à l'heure, il y a un service à la mairie qui qui propose cette aide à la transition énergétique qui va très très loin, puisque nous avec le manoir, on a acheté des chauves-souris avec. Et dans notre projet d'agrandissement, ils vont nous payer des nichoirs pour les chauves-souris. Des choses comme ça, la biodiversité est très impliquée dedans. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, ils sont assez en avance à la recherche sur ce domaine, il y a beaucoup plus, les nouveaux services, etc., etc. À l'inverse, on a aussi la Chambre de commerce et d'industrie, et il y a une personne qui s'occupe de l'aide à la transition énergétique, et clairement, on n'a servi à rien. Je ne vais pas dire de mal, c'est dommage pour cet aspect. Mais elle est là pour nous aider, elle a dit, donnez-moi les factures de le devis de vos entreprises et je vous dirai laquelle est la mieux. L'architecte n'a pas trop aimé ça et finalement ça m'a pas beaucoup aidé. Donc il y a plein de choses comme ça, j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait avoir comme aide, mais il y a des choses plus ou moins intéressantes. Mais la collectivité locale à La Rochelle est relativement active sur le sujet. Malheureusement, je ne peux pas retourner aux ans, pas les maisons. Clairement, aujourd'hui, l'équipe municipale n'est pas très proactive sur cette démarche-là. Autant elle a mis un frein au développement foncier qui devenait un petit peu trop important, notamment sur la résidence tourisme. Mais alors, étant nous vraiment du tourisme social et solidaire, les centres de colonies de vacances aujourd'hui ont tous été remplacés par des résidences de tourisme individuelles, malheureusement. Et avec ça, effectivement, il n'y a pas ce courant-là, malheureusement. Alors, au niveau de la com des com, il y a une consultation qui avait été faite sur le réseau cyclable
Et on y avait un intérêt puisqu'on est le seul centre de colonie vacances sur la localité. On achemine nos groupes sur les activités en autocar. L'idée, ce serait évidemment de passer sur du cyclable, mais malheureusement, on a un tronçon, un chemin forestier qui doit faire peut-être 500 mètres, qui est en pleine forêt, qui pourrait tout à fait être remplacé par une piste cyclable. Et aujourd'hui, ça ne peut pas se faire, parce qu'on est sur des parcelles privées ou quoi. Mais typiquement, voilà, on est sur une démarche engagée, une consultation engagée sur du cyclable, voilà, le réseau cyclable, mais il n'y a pas une feuille de route clairement affichée. Alors sur la durabilité, oui, ils vont nous soutenir sur le fait que c'est intéressant, plus en tant que centre d'hébergement collectif, vous êtes ouvert à l'année, donc dans le cadre de notre plan de sécurité, sauvegarde, je donne un exemple, en 2009 on avait été victime de la tempête Klaus, et il se faisait que plein mois de février, on a été les seuls à pouvoir ouvrir et à accueillir toutes les équipes de pompiers venues en renfort. Donc là typiquement ils vont nous soutenir là-dessus en disant oui là on va vous soutenir dans cette démarche-là. Mais aujourd'hui ils ont d'autres préoccupations. Voilà, il y a plus le souci du logement des saisonniers à l'heure actuelle, peut-être autre chose. Voilà. Juste rajouter un tout petit mot, excusez-moi, je vais être très court. Ce qui a été dit tout à l'heure par le président est très vrai, c'est que petit à petit il y a moins de fonds, il y a moins d'aide, et donc ce que l'on fait là, sous couvert d'une démarche vertueuse, qui est très bien, surtout nous permet de mettre en place des économies en tout intérêt à faire. Je vous remercie. Alors, on va pas avoir le temps de vous faire d'autres questions, mais en tout cas, ce midi, vous aurez le temps d'échanger entre vous. Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous connaissez les visages de chacun. Donc, merci à vous. Je vous invite à... Et j'invite à me rejoindre du coup Aurélie Aubergeon et Gaël Faragno et Olivier Gaucher. Donc, pour l'instant, on passe sur une autre thématique, donc la prévention des déchets et l'économie circulaire, le zéro emballage à usage unique et la valorisation des biodéchets en tourisme. Donc, malheureusement, M. François Chartier-Casser n'a pas pu venir, a eu un problème sur la route, donc sur la thématique du plastique, François s'appellera Mathilde ce matin. Et puis on a Aurélie Aubergeon, qui est représentante du réseau Compost Citoyen de Nouvelle-Aquitaine, et qui a également d'autres casquettes, donc elle vous en parlera, mais elle a notamment travaillé sur de l'ingénierie et des aires de compostage dans le cadre du projet Parcours Tri-valorisation des biodéchets pour Terre d'éveil. Et on a du coup Olivia Gauthier, qui est ici présente, gérante de l'hôtel-restaurant Les Orangeries, donc qui nous vient quand même d'assez loin, et qui interviendra sur la thématique du zéro plastique à usage unique, et Gaëlle Farino, qui est directrice adjointe du village océanique, donc là qui nous vient de plus proche, et qui interviendra sur la thématique du parcours de tri-valorisation des biodéchets. Donc là, pour se situer sur le plan d'action, on est à la fois sur une campagne d'accompagnement individuel avec les diagnostics, préconisations zéro plastique à usage unique. Donc on a travaillé avec Innov Plastique. Et on va aussi parler d'un accompagnement collectif, le parcours tri-valorisation des biodéchets, qui était donc porté jusque fin août par ma collègue Andrea Pedersen, qui a terminé son contrat. Donc au niveau du diagnostic préconisation zéro plastique à usage unique, donc comment s'est déroulé cet accompagnement? L'idée c'était de faire un diagnostic, donc encore une fois un petit peu de mesurer, de faire l'état de la situation sur, au-delà du plastique, même des emballages à usage unique au sein des établissements,
Il y a notamment une plateforme qui a été créée par Neuf Plastique et qui permet aussi, une fois qu'on a identifié les emballages que l'on retrouve, de voir en fonction des volumes ce que cela représente. L'idée ensuite pour Innov Plastique, c'est de prioriser sur l'ensemble des structures accompagnées, de voir les emballages que l'on retrouve le plus et de proposer des alternatives, donc des fiches pratiques où on voit vraiment les impacts des différentes alternatives, la difficulté, le coût que cela peut représenter et des préconisations d'aide potentielle justement pour les mettre en place. Donc sur cet accompagnement, on a eu 2 vagues, donc une première en 2024 où on a accompagné des structures, et sur 2025, on a accompagné du coup 8 adhérents des filières, donc des 3 filières également, dont Madame Gauthier qui interviendra juste après. Donc voilà, cet accompagnement ainsi que tous les autres finalement sont financés via le plan d'action interfilière, donc via l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine ainsi que les 3 filières. Au niveau de la suite, bon, je m'excuse vraiment par avance parce que je ne vais pas pouvoir remplacer François comme il aurait pu intervenir. Je connais assez mal, on va dire, la thématique, donc je vais passer un petit peu ces slides quand même pour que vous puissiez voir ce qui était proposé, mais il revenait un petit peu du même constat que celui qui a été fait sur le bilan carbone. C'est que malheureusement le tourisme produit du plastique qui va entraîner des pollutions, mais le tourisme pâtit également de ces problématiques-là, puisque ça va du coup dénaturer notamment les paysages, créer des problématiques. Donc, certains endroits on peut plus se baigner parce qu'il y a trop de pollution par moment, etc. Donc un manque à gagner pour l'industrie. Au niveau de l'accompagnement, donc le diagnostic, l'audit et ensuite le partage de bonnes pratiques, là c'est un exemple justement de ce qu'il y a, du constat qui a été fait sur les établissements qui ont été audités. Donc à chaque fois, il regardait l'expérience client, ce qui était visible, et le back-office. Au niveau de l'expérience client, globalement, les établissements qui ont été accompagnés étaient quand même très avancés sur la thématique. Donc ce que l'on retrouve finalement encore, c'est sa poubelle, mais ce qui est très compliqué aussi à remplacer. Et au niveau de la partie restauration, apparemment c'est encore très à la marge. Il y a quelques emballages qui se retrouvent, mais vous avez aussi pas mal de systèmes de consignes qui permettent quand même de réduire aussi ces emballages à usage unique. Sur le back-office, on retrouve beaucoup sur les produits de nettoyage, d'entretien. Il y a pas mal de problématiques autour des bidons utilisés pour les produits pour la piscine, parce que ce sont des emballages qui ne peuvent pas être mis dans la poubelle de tri, qui sont des produits dangereux, donc c'est très difficile à traiter derrière. Donc il y a des entreprises maintenant qui s'y mettent et qui permettent de récupérer ces produits, de faire des systèmes de consigne également. Mais il y a quand même un besoin aussi que justement les professionnels fassent remonter ces informations-là aux fournisseurs pour qu'ils trouvent eux-mêmes des systèmes de solutions. Donc voilà, globalement, un petit peu pour le constat qui a été fait de manière un petit peu globale. Alors là, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je sais que c'est un sujet, et peut-être qu'Aurélie Bergeron, elle pourra en dire un mot si besoin, mais il faut faire très attention sur les produits qui sont dits bioplastiques, biodégradables, les pailles, les sacs plastiques, parce que finalement, en fait, on pense pouvoir les mettre dans le compost, et du coup, ça ne se composte pas toujours, même pas du tout, ou ça met très longtemps. Donc en fait, on pense faire une bonne action en achetant ce type de produit, et finalement, c'est pire que d'avoir acheté un produit qu'on peut mettre dans la poubelle de tri. Donc je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot après. Pas de souci. Donc, du coup, voilà le contact si besoin. Et donc, du coup, on va tout de suite passer au témoignage de Madame Gauthier. Vous avez un micro? Oui, c'est bon. Moi, je recherche une petite question. Donc, Madame Gauthier, qui est adhérente Uni Nouvelle-Aquitaine et donc, qui a pu participer en plus très récemment, donc c'est tout frais. Sur l'accompagnement, donc elle n'a eu que la première partie pour l'instant, l'audit, le diagnostic, et la partie solution arrivera sur du coup la fin du mois. Donc pour l'instant, vous n'avez pas encore vu toutes les solutions, mais seulement des premières pistes. Je vous laisse présenter votre établissement. Oui, donc en fait, je ne sais pas si le micro marche, mais je suis sûre.
On a eu un entretien téléphonique d'à peu près 1h30 avec M. Chartier. On a fait une visite qui était un peu géographique du lieu pour essayer d'identifier sur chaque lieu qu'est-ce qu'il y avait à faire. En fait, ça m'a permis de prendre conscience de ce qu'on faisait d'assez innovant, intéressant, de ce qu'on pourrait faire et de justement ce qu'il ne fallait pas faire. C'était vraiment très intéressant, très facile, mais globalement, ça permet d'ouvrir des horizons. En bref, en fait, sur les choses qu'on pourrait faire, typiquement, en effet, vous parliez des bidons de plastique là, pour l'entretien des piscines, pour la piscine. En fait, il faut comprendre que c'est des bidons qui sont hyper épais parce que c'est des solutions corrosives à l'intérieur. Et donc, le fait de ne pas recycler ces bidons-là entraîne aussi un surcoût. Donc, il y a à la fois un enjeu environnemental mais aussi économique. Et la question se pose de savoir, en effet, comment est-ce qu'on pourrait mutualiser les filières. Et nous, c'est des choses qu'on achète, par exemple, à l'Alliance Pastorale, qui est un gros prestataire local en Morbionnais. Et typiquement, c'est des choses qui pourraient aussi être transversales au monde de l'agriculture et de l'hôtellerie. Donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à mener, puisqu'on l'achète en proximité. Et en général, c'est des bidons qu'on peut, et c'est peut-être bien d'ailleurs, pas se faire livrer de loin, parce que c'est des métaux, enfin, c'est des substances parfois dangereuses. Donc voilà, c'est pas trop de transporter. Donc nous, c'est des choses aussi qu'on a détournées parce que les plastiques sont tellement épais qu'en fait, j'ai un homme d'entretien qui en a fait des petites valisettes dans lesquelles on met des piles, des ampoules, des choses comme ça. Mais bon, on en a tellement à la saison. Voilà, c'est terminé. Dans les pistes d'action aussi qu'on a identifiées ensemble, moi il y a un truc que j'ai cherché, ça m'a pris du temps, j'avais identifié les prestataires et puis ça n'a pas abouti, c'est tout ce qui est produits d'entretien en pastilles et petits soudres, produits d'hygiène cosmétique. Peut-être d'entretien aussi d'ailleurs, je ne sais pas. Mais on sait tous qu'on achète de l'eau en fait quand on achète des produits cosmétiques. Nous, on a essayé d'identifier les possibilités avec tout ce qui est cosmétique solide. Et on s'est rendu compte que pour les clients, c'est un retour en arrière. Enfin, ceux qui ont plus de 50 ans, pour eux, c'est du savon. Enfin, donc, ils ne sont pas prêts à lâcher l'affaire sur les gels-douches corps-cheveux. Mais en revanche, pour la jeune génération, c'est un peu exotique. Mais c'était inadapté, on n'a pas trouvé de solution. Donc, on s'est dit, bon, dans ce cas-là, il faut trouver des solutions. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir les pastilles là, qu'on trouve chez certains startups qui louent la prestation en fait avec le Réassort. Et là, pour le moment, on n'a pas de prestataire, mais on disait dans la démarche de marché inversé, qui est en Nouvelle-Aquitaine, dont on avait parlé à la dernière AG du tourisme durable, ça pourrait faire partie d'un des appels d'offres. Alors je ne sais pas si vous consommez autrement tous ces produits cosmétiques, et si vous avez peut-être identifié des prestataires. Alors on a des prestataires qui sont labellisés, éco-labellisés, mais sur des prestataires spécifiques comme ça. Parce que nous, on achète en maison de 5 litres. Ouais, c'est ça. Tu mets en distributeur, mais on pourrait faire mieux. Non, c'est un sujet qu'il faut qu'on... Après, il faut 97 chambres, après c'est compliqué de pouvoir le mettre en place, mais si jamais il y a quelque chose, on peut réfléchir ensemble. Ah oui, mais tu es d'accord? Non, mais avec plaisir. Ouais, plaisir. C'est là-dessus. Et on s'est aussi attaché en faisant ça à la qualité des produits qu'on proposait. On a eu lors d'échanges, on s'est rendu compte qu'il y avait, comme il y a par exemple sur les produits alimentaires, des scans possibles des produits cosmétiques pour voir leur performance environnementale et cosmétologique sur la peau. Donc on a testé ça et on a pu vérifier effectivement l'utilité des produits qu'on utilisait. En plus, ça peut être intéressant des fois aussi d'avoir les deux portes d'entrée, environnement et santé, parce que certains vont peut-être être plus sensibles au fait que ça va être bon pour leur peau, pour leur santé, que l'indicateur environnemental. Ça fait partie des choses qu'on affiche maintenant, c'est le score santé des produits cosmétiques qu'on propose. Donc ça, c'était une piste d'achat inversé en fait qu'on a identifié. Dans cet achat inversé, on se dit que tout ce qui était, nous on n'a pas encore fait le pas, mais le nettoyage à la vapeur nous intéresse énormément parce que ça permet de supprimer la chimie. Pour le moment, c'est très cher. On disait que si on achète en France, peut-être qu'on pourrait avoir des meilleurs tarifs.
Et ça, c'est vraiment intéressant. Et en cuisine, en salle de bain. Parce que ça permet, en cuisine, d'être sur les pieds qui arrêtent la saleté. Enfin, prenez les joints, les rigots, tout ça, qui sont durs à nettoyer. Ça permet de supprimer tous les acides. Donc, c'est quand même super. Et ça respecte de mieux aussi les inox, etc. Et ça, il y a un dernier élément, mais pour l'entreprise, on a été sensibilisé à ça, c'est que c'est un côté désinfectant hyper puissant. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien avancer. Une des pistes d'expérimentation qu'on a développées, et on a l'impression d'être un petit peu, alternatif, et c'est en particulier dans l'idée de proposer une expérience d'art de vivre plus durable. On s'est dit qu'il fallait vraiment qu'il y ait des choses différentes pour les clients et au restaurant et dans les chambres. Et la salle de bain est un terrain de jeu assez intéressant, la chambre aussi d'ailleurs, mais en ce qui concerne les plastiques, typiquement, un truc qu'on a mis en place, c'est les cotons démaquillants lavables. Alors c'est un peu un problème parce qu'il faut faire comprendre aux clients que non, il ne faut pas le mettre à la poubelle, non, il ne faut pas l'emporter parce que l'idée c'est qu'on peut le laver. Donc on a testé plusieurs choses, des petits messages et voilà. Donc on est en cours de test là. Donc je vous les ai apportés, mais ça fait c'est un peu gadget. Mais bon, en même temps, on se dit que l'engagement est dans les détails. C'est-à-dire que parfois, c'est par les petites choses qu'on peut montrer. Donc, vous voyez, c'est des petites choses qui ressemblent à ça. Nous, on s'est dit, on va le mettre dans un petit sachet parce qu'ils vont comprendre que c'est lavable. Mais ils emmenaient le sachet, mais c'est on a mis un petit message à l'intérieur où on donne des données chiffrées au dos. Et puis on s'est dit, ça va être encombrant, c'est plastique, on va pas pouvoir l'emmener. Et ça fait écho ici parce qu'en faisant les étoiles, on nous oblige à mettre un truc, merci de ne pas déranger. Et nous, ça nous gonflait de mettre un truc en plastique. Donc on a fait un petit sachet qui correspond, on a des oreillers en bas de millier, donc on a imprimé la base de millier. Et voilà, on essaie de faire des trucs un peu poétiques parce qu'on finit par mettre des messages partout. Et il faut que ça puisse un peu être soft et embarquer nos clients. Et on a rajouté quand même un truc en dessous où on écrit à utiliser sur place. On utilise un peu les messages, mais bon, ça reste quand même, vous voyez, assez soft. Voilà. Et mais il faut toujours aussi accompagner à l'interne pour ce genre de choses. Donc on a mis pour les femmes de chambre un système qui était que, vous savez, c'est ces trucs probablement chinois, où on peut, ça doit être pour les chaussettes ou je sais pas quoi, on peut suspendre 30 cotons-tiges avec des petites pinces à linge simultanément. Voilà, c'est un côté un peu ludique, ça prend pas de place. Et on venait de mettre en place des machines à laver à l'hôtel pour laver les foutas de piscine, parce qu'on avait le même problème avec les salles de piscine, les gens en prenaient une tous les jours. Et pour limiter ça, on a mis en place des foutas qui sont hyper légères, donc on peut laver nous-mêmes. Et on les confie comme un truc précieux, on les dit voilà, on vous confie les foutas. On est rentré à l'issue du séjour, ça sèche beaucoup plus vite qu'une serviette. Et du coup, ça permet de diminuer le linge et on lave ces choses-là en même temps que les foutas. Et une chose assez anecdotique, mais qui n'est pas, c'est qu'on les laisse sécher en plein air, les foutas. Donc on a aménagé une espèce d'étendoir sur des anciennes barres parallèles 19e, où il y a 30 foutas qui sèchent simultanément, et les gens trouvent ça génial parce que ça sent bon, c'est séché en plein air, et c'est vraiment des choses qu'on peut aider, des choses qui voilà, c'est des petites choses un peu expérimentales, mais qui marquent les esprits, on a des retours clients assez positifs là-dessus. Ils se rendent compte qu'on fait des efforts et des enfants aussi. Et alors au restaurant, on est en train de mener une expérimentation sur la suppression des boissons industrielles, soda. Pour une double raison, une raison santé, parce qu'on veut diminuer le sucre dans les boissons, parce qu'on trouvait qu'au restaurant, on avait une demande qui commençait vraiment montante de boissons sans alcool, mais adultes, on n'a pas envie de s'enfiler un peu de fruits en début de repas. Et du coup, on est parti sur des kombucha, des kéfirs, et là, on est vraiment hyper emballé par et l'accueil client et les résultats organoleptiques qu'on obtient. Donc, c'est vraiment intéressant. L'eau en bouche, assez aussi, ça s'est évolué au fil des saisons. Et du coup, ce qui est génial, c'est qu'on a des grosses fontaines en verre dans lesquelles on fait ces préparations-là, et ça supprime toutes les plastiques de facto. Sachant que nous, comme on est écolabel européen, et que là en plus on vient de sortir l'expérimentation d'ADEME sur l'excellence environnementale dans la restauration, nous on n'avait plus de canettes, plus de boissons individuelles, on avait encore les bouteilles plastiques d'un litre.
Et puis, contexte géopolitique aidant, on est hyper content de ne pas avoir tous ces sodas américains. Je trouve que c'est vraiment une piste d'exploration intéressante. Et on s'est aperçu qu'il y avait plein de gens qui travaillaient là-dessus. Il y a un mouvement, je pense, qui s'appelle Zéro Boisson Industrielle, chez les cafetiers, hôtels, restaurants. Et il y a vraiment une dynamique en marche là-dessus. Et une vraie demande aussi. J'ai à peu près fait le tour. C'est très inspirant. On a aussi des fournisseurs qui nous aident, c'est-à-dire que typiquement notre fournisseur de linge nous fournit maintenant le linge non pré-emballé. Donc il n'y a plus tous ces plastiques qui remplaçaient notre poubelle plastique. Et il faut savoir qu'on a la même expérience que monsieur, c'est-à-dire que notre collecteur de déchets, qui s'appelle le CIMER, qui est assez exemplaire, qui collecte des déchets depuis 10 ans, vient de nous expliquer qu'en fait, maintenant, les poubelles jaunes, c'est-à-dire chez nous les poubelles de plastique, allaient dimensionner aux poubelles de déchets non collectés, non recyclés noirs. Et comme nous, elles sont minuscules, et pour info, on l'a mis au fin fond de notre local poubelle, parce qu'on savait très bien que si on la mettait dans la cuisine, tout le monde allait mettre des choses dedans. Donc maintenant, c'est une vraie démarche d'aller jeter quelque chose qui n'est pas recyclable, et ça marche super bien. Donc ces poubelles étant toutes petites, ça a diminué nos poubelles, le recyclage de plastique, et donc ça va devenir un vrai enjeu. C'est-à-dire diminuer les plastiques fait partie de la chose. C'est l'étape d'après. Ouais. Et une autre bonne pratique qu'on a mis en place, et maintenant, en fait, ce qui est intéressant, la bonne pratique qui marche, c'est quand elle s'arrête, c'est les meutes, c'est-à-dire tout le monde dit ah mais il n'y a plus de ça, il n'y a plus de ça. Donc là, il y a notre fournisseur de pain artisanal qui nous livre dans des grands sacs de farine, en papier. Et en fait, nos poubelles de biodéchets, on les met là-dedans. On a un seau où on met les biodéchets dedans, ce qui fait qu'on les jette tous les jours. C'est propre, on ne salue pas les mains. Parce qu'il faut aussi enlever dans les poubelles plastiques les sacs dans lesquels on mettait tous les plastiques. Donc on met aussi, on en a un pour les plastiques, donc on le vide comme ça. Donc ça, parce qu'il faut faciliter pour les équipes aussi, que ce ne soit pas désagréable. Donc maintenant, chaque fois qu'on a un sac de thé, un sac de thé, on garde tous les sacs pour mettre les différents collègues de déchets. Oui, vous réemployez finalement au maximum dès que vous avez... Et le dernier volet d'expérimentation, et pareil, qui me paraissait un peu anecdotique, en fait, le consultant m'a dit non, c'est super, en fait on a du vrac à l'hôtel pour les épices, pour le thé, pour le café. Donc pour le thé, on a un vrai problème comportemental de nos clients parce qu'ils ne savent plus se remplir une théière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde vit avec les sachets et donc ils n'arrivent pas à doser, ils en mettent 10 fois trop, ils ne savent pas qu'il y a un filtre à l'intérieur. Donc il y a toute une pédagogie à faire, combien de thé il faut mettre dans la théière, etc. Et comme on a une gamme de thé assez importante, pour la faire tourner, on a créé une boutique durable en fait, où on met en vente tous les accessoires de l'art de vivre qu'on essaye de mettre en œuvre. Et on a fait un espèce d'orgue à thé où les gens peuvent sortir des thés ou des Et on est en train de faire actuellement la même chose avec les épices. Parce que de fil en aiguille, quand on achète des épices en vrac, par sachet de 1,5 kg, ça dépend un peu des épices ou du poivre, pour faire tourner les stocks plus vite, on s'est dit que c'était l'opportunité pour les gens de sentir, parce qu'en fait, quand on achète dans une grande surface, on ne peut pas sentir. Voilà, c'est des choses un peu expérientielles où on croise un peu tous les domaines. Merci beaucoup, je pense que c'est très inspirant pour tout le monde, en tout cas beaucoup d'actions. On va passer à la suite et puis on fera les questions-réponses à la fin comme tout à l'heure. Donc je vais faire rapide, mais pour reparler un petit peu du projet du parcours tri-valorisation des biodéchets. Donc c'est un projet qui a été démarré en février 2024 et qui se termine là, courant du mois de septembre, donc les dernières actions en place. C'est un projet qui était en 4 étapes. Donc la première étape c'était la sensibilisation, donc notamment à la réduction du gaspillage alimentaire, parce qu'avant même de mettre en place une solution de compostage, première étape, réduire au maximum le gaspillage alimentaire. Mais aussi la sensibilisation à la pratique du compostage de manière générale. Une partie diagnostique, donc là, notamment Aurélie Aubergeon pourra peut-être mieux en parler que moi, mais un expert biodéchets vient aussi sur site pour faire un état des lieux de la structure, de la situation, et choisir la meilleure proposition, solution la plus adaptée pour le compostage de l'établissement. Donc 3 solutions pouvaient être proposées: le compostage sur site,
Le compostage mutualisé, donc là ça va être par exemple un site qui met en place l'aire de compostage et le restaurant du coin qui viendra amener aussi son compost, ses déchets dans l'aire mutualisée sur le site de compostage. Et la préparation à la collecte pour les établissements du coup, qui ne peuvent pas mettre en place de compostage sur leur site, qu'ils aient en tout cas tous les outils, les formations nécessaires pour bien trier leurs biodéchets pour ensuite qu'ils soient collectés par une structure externe. Au niveau de l'accompagnement, il y a aussi toute une partie formation, donc ça c'est hyper important comme étape, de former à la fois les gérants de structure et aussi les employés. Quand cela est possible, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs personnes de former, puisque si un jour la personne s'en va et qu'il y a du changement, il faut que toujours quelqu'un soit sur place pour maîtriser le sujet. Du coup, la mise en place du matériel sur site, avec des visites de suivi ensuite pour voir que tout se déroule bien comme il faut. Et on a eu du coup des restitutions aussi d'organiser avec les 18 adhérents des filières qui ont été accompagnés sur ce projet, une restitution auprès de ces bénéficiaires, mais aussi avec les partenaires, différents partenaires du projet, parce que donc là ils sont notés, je ne connais pas par cœur moi, mais le réseau compost citoyen de Nouvelle-Aquitaine, l'INAE, le CREPAC, il y a aussi les opérateurs de compétences pour les formations qui ont été mobilisées, donc une formation ACTO et ARDAS. Et c'est un projet, encore une fois, du coup, qui a été financé par l'ADEME et la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, je pense que je ne vais pas m'attarder. Oui, donc après, il y a quand même du coup 60% de prise en charge. C'est là que j'ai un doute sur mes notes, que je ne dise pas de bêtises. Bon. 60% de prise en charge pour les établissements quand même, donc pas négligeable en termes d'accompagnement sur ce projet. Alors je laisse la parole à du coup Aurélie Aubergeon, tu peux parler de tes petits peu casquettes si tu le souhaites, tu feras mieux comme moi. Bonjour à tous. Alors je vais juste vous présenter un petit peu le réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine, qui est une association à la base nationale. Dont la mission principale, vous l'avez compris, c'est de valoriser les biodéchets, donc de permettre un retour au sol de la matière. Donc on travaille notamment avec l'interfilière. Dans le réseau Compost Citoyen, vous l'avez compris, il y a citoyens, mais on ne travaille pas qu'avec les citoyens, mais aussi avec les agriculteurs pour le retour au sol, et aussi par exemple avec l'interfilière, mais aussi avec d'autres corps de métier, notamment l'artisanat. Tu peux passer. Donc le réseau Compost Citoyen, en fait, c'est plein d'outils qui vous permettent de vous accompagner et plein d'acteurs. Et donc vous avez notamment plein d'outils en ligne sur le site internet pour vous aider à savoir si telle chose ou telle chose ne se composte ou ne se composte pas, les acteurs auprès de chez vous. Pour retrouver aussi tous les acteurs auprès de chez vous, il y a aussi, comme la Nouvelle-Aquitaine est grande, en fait, le réseau s'est dissocié en départements et du coup vous avez des références sur chaque département. Donc moi je suis la référente aussi pour la Charente-Maritime. Donc voilà, je suis membre du CA du réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine et référente pour le 17, mais vous pouvez retrouver vos référents pour chaque département sur votre site. Tu peux passer. Et donc il y a aussi maintenant, c'est pas un label, mais tous ceux qui valorisent maintenant leurs biodéchets et qui ont un site de compostage peuvent aussi bénéficier de ce petit logo, donc site vitrine. Donc il y a un acteur là, donc l'Air Marin, je vous en parlerai tout à l'heure, qui va bénéficier, donc qui était dans ce parcours, qui va bénéficier de ce site vitrine. Donc c'est quelque chose qui permet aussi là, de valoriser votre démarche. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le parcours. Donc tout à l'heure, ça a été largement dit, mais là, je vais le redire un petit peu. Donc, comme vous le savez tous, depuis le 1er janvier 2024, on doit tous avoir une solution pour valoriser nos biodéchets. Comme du coup c'est devenu obligatoire, et il n'y a plus d'aide. Voilà, donc ça a été dit tout à l'heure. Donc le parcours était bienvenu pour pouvoir accompagner tous ceux qui n'étaient pas encore passés à cette démarche-là. Donc à savoir que c'est pas nouveau. Depuis 2016, même depuis avant, tous ceux qui faisaient plus de 10 tonnes en 2016 devaient déjà avoir une solution pour valoriser
les biodéchets. Donc plus vous êtes un gros établissement, plus vous arriviez à ces 10 tonnes déjà de biodéchets. Donc en 2023, c'était 5 tonnes. Et donc au 1er janvier, pour tous, comme pour les particuliers, vous devez avoir une solution pour valoriser vos biodéchets. Donc ce n'est pas forcément un site de compostage, ça peut être aussi par de la collecte. Donc on pourra en parler tout à l'heure. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que tout à l'heure on a parlé des collectivités. Donc juste un petit rappel pour éviter la question qui pourrait arriver. Les collectivités n'ont aucune obligation d'accompagner les professionnels. Ils ont une obligation de fournir une solution pour valoriser les biodéchets pour les particuliers, mais en aucun cas pour les professionnels. Donc c'est un choix. Il y a certaines collectivités qui accompagnent et d'autres pas. Et il y en a certaines qui mettent à disposition le nombre d'acteurs pour pouvoir vous accompagner. Mais voilà, elles n'ont pas d'obligation. Du coup, les deux solutions, je vous en ai parlé, le compostage ou la microcollecte. Donc la première des solutions dont je vais vous parler, c'est le compostage en établissement. Donc c'est la solution qui est plébiscitée, donc, notamment par tous les campings, les villages vacances, etc. Donc je vais aller faire court, c'est tous ceux qui ont du foncier et qui ont la place de mettre un composteur. Tous les autres ne peuvent pas le faire, tout simplement. Mathilde en a parlé. Donc le compostage, en fait, c'est très réglementé, donc je vais en parler juste après. Et il faut savoir que dans la réglementation, ça nécessite déjà d'avoir suivi une formation. Donc cette formation, elle est sur une journée, elle est prise en charge par des OPCO, quels qu'ils soient. Donc vous avez tout intérêt à la faire et ça fait tomber toutes vos craintes. Je vais entendre parler de rats, je vais entendre parler d'odeur, etc. Vous faites la formation dans la première matinée, je vais passer la slide d'après. Dans la première matinée, vous allez voir déjà qu'est-ce qu'on peut mettre dans le composteur. Et là, vous n'aurez plus de questions sur tout ce qu'aurait pu vous dire tout à l'heure François. Qu'est-ce que c'est qui est biodégradable? Qu'est-ce que c'est qui est biosourcé? Qu'est-ce que c'est qui est compostable? Donc tout ça, c'est des grands mots. En fait, tout simplement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut tout mettre dans le composteur. Tout ce qui va se dégrader naturellement. Mais attention, après, il faut avoir une bonne gestion. Et il y a des choses qui n'ont aucun intérêt dans un composteur, dans le sens où ça va vous compliquer la vie. Donc, par exemple, tout ce qu'aurait pu aussi vous parler François. Donc, les pailles, en bambou, en amidon, tout ce que vous voulez. Tous les sacs aussi. Donc, en craft, en plastique compostable, etc. Toutes ces choses-là, on peut les mettre, mais ça va vous compliquer la vie. Et on n'a aucune certitude derrière qu'il ne va pas rester de microplastique à la fin. Donc, et compostable, ça veut dire aussi qu'il faut, pour que ça soit compostable, dans l'idée, il faut qu'il y ait une certaine bonne gestion derrière, qu'on ait une bonne montée en température pour que les choses puissent se dégrader assez rapidement. Parce que si dans votre composteur vous laissez les matières 6 mois, vous allez tous me dire c'est trop long, j'ai plus assez de place dans le composteur. Donc c'est très important. Donc dans l'idée, vous pouvez tout mettre, la viande, les crevettes, tout ce qui va se dégrader naturellement, et le reste, ça n'apporte rien au sol, à vous uniquement, donc ça n'a pas d'intérêt, ça va vous compliquer la vie dans la gestion. Quand vous allez mettre le coup de croc dans tous les sacs que vous allez être vite découragé et vous allez vite abandonner. Toutes les petites flyers, si tu peux juste revenir en arrière, donc comme l'a dit Mathilde, elles sont disponibles dans la pièce à côté. Donc c'est des choses qui ont été co-créées avec Andrea et le RCCNA. Et il y a aussi eu des fiches techniques qui ont été créées, des petits mémos qui rappellent tout ce qui est compostable et pas compostable, et aussi quand on a des soucis dans le composteur, si c'est trop sec, trop humide, si on a des problèmes d'odeur, qu'est-ce qu'on fait? Donc toute cette démarche-là, c'est toutes des choses qu'on voit pendant la formation. Donc je vous parlais de la réglementation, je ne vais pas vous la lire en entier, même si c'est bien de le savoir. En tout cas, vous le voyez, c'est écrit dedans, la formation, elle est obligatoire. Mais ce qui était super aussi dans tout cet accompagnement qui a été mis en place là, c'est qu'elle reprenait toutes les étapes de cette réglementation, notamment le fait d'être supervisé par une organisation compétente. Donc ça faisait partie de cette démarche-là. En fait, dans tous les départements, tous les acteurs qui ont été accompagnés par des acteurs de terrain du RCCNA. Donc là, je vais vous parler d'une autre de mes casquettes. Donc effectivement, je représente aussi Terre d'éveil, donc je suis salariée et la co-créatrice, qui est organisme de formation.
et qui est aussi une association donc, qui a œuvré à l'accompagnement d'une centaine de structures en Charente-Maritime et 9 dans ce parcours-là. Donc je vois certaines têtes qu'on a ici accompagnées aussi. Donc c'est très important de suivre cet accompagnement et de suivre cette formation. Ça fait tomber toutes les craintes et ça permet une bonne gestion. Et ça permet aussi derrière de savoir impliquer votre personnel, mais aussi, avant, il faut être exemplaire et donc de savoir accompagner vos équipes. Et pour pouvoir accompagner tout le monde, eh ben, il faut des outils. Donc dans l'idée, vous avez 2 possibilités quand vous faites du compostage dans vos structures, soit en mode ouvert au public, donc c'est-à-dire que c'est votre public, par exemple dans les campings, qui vont venir mettre directement leurs biodéchets dans le composteur, soit vous avez plus de crainte ou vous avez plus de personnel aussi et vous voulez une super bonne gestion et un bon compost à la fin, et du coup vous le faites en mode fermé, c'est-à-dire que vous avez des outils qui vous permettent de gérer le composteur en back-office. Donc il y a une zone où vos clients vont déposer en premier lieu du coup leurs biodéchets, donc par exemple dans les bornes qui sont en bas là-bas tout en bois, où vous avez aussi les tables de tri qui étaient aussi dans le parcours, donc par exemple dans les restaurants qui facilitent le tri des déchets. Et vous avez aussi différents bioseaux, donc soit en mode récupération, donc des outils que vous avez dans vos cuisines. Et donc ce qui est très important, c'est la signalétique, vous l'avez compris, qu'il faut mettre partout. Et ça fait aussi partie de la réglementation, ça tombe bien. Donc oui, là je vous en ai déjà, j'ai devancé, mais impliquer vos équipes, ça fait partie aussi. Donc il y avait un petit mémo qui a été créé aussi pour ça. Donc quelques données, quelques chiffres, pour pas vous décourager. Souvent on me dit ah mais c'est compliqué, Aurélie tu te rends pas compte, moi mon personnel je vais pas y arriver, dans les cuisines ils ont pas le temps, c'est le coup de bourre, etc. Tous ces discours-là je les entends tous les jours, et tous à la fin généralement, j'en ai pas un qui a abandonné sur mes 100 campings, par ma connaissance. Et généralement, on me dit Aurélie, tu avais raison, maintenant qu'on l'a mis en place, on veut aller plus loin, et pourquoi pas sur le plastique, vous pouvez y aller aussi. Donc en moyenne, il y a généralement 2 personnes qui s'occupent du site de compostage. Pourquoi 2 ? Parce qu'il y a des jours de repos, vous travaillez tous les jours en saison. Donc c'est important d'avoir toujours au minimum 2 personnes. Si vous pouvez plus, c'est encore mieux, parce que du coup, former notamment, c'est encore mieux, parce que tout le monde peut avoir le discours aussi bien à l'accueil, au moment de l'arrivée de vos clients, que jusqu'à la gestion du composteur, donc vos agents techniques. Mais la direction, c'est aussi très très important, et ne pas l'oublier. Donc la formation et l'accompagnement, un réel plus, et le temps passé en moyenne. Donc pourquoi c'est une moyenne entre 5 à 12 minutes ? C'est que ça dépend tout simplement si vous êtes en gestion ouverte à vos clients ou pas. Si vous êtes en gestion ouverte, ça dépend si derrière qui nettoie les bioseaux. Est-ce que c'est vos femmes de ménage ou est-ce que ça fait partie des consignes, par exemple si vous êtes dans un camping, et comme la vaisselle, de la redonner propre à la fin. Donc il y a différentes possibilités. Et 12 minutes, c'est par exemple tous ceux qui sont en bac fermé, et donc après il faut laver les bacs. Donc c'est plutôt des bacs de 120 litres avec une cuve réductrice pour pas que ça soit trop lourd, pour les porter au site de compostage. Donc le temps médian, la moyenne, c'est à peu près 1 heure par semaine pour s'occuper du site de compostage, donc laver et retourner le site de compostage aussi. Donc là, je vous ai parlé d'exemple tout à l'heure, je vous ai parlé du site de l'Air Marin, donc un hôtel-restaurant, vous connaissez peut-être sur l'axe Rochefort-La Rochelle, donc à Yves. Donc il y a aussi un routier, donc qu'on a équipé pendant le parcours. Donc qui est assez exemplaire, ils ont diminué depuis l'installation du composteur de plus de la moitié leur tonnage d'ordures ménagères. Donc on n'a pas encore tous les chiffres, l'expérimentation est en cours. Donc ils ont été formés également, donc ils avaient des craintes, notamment sur les oranges, parce qu'eux ils font des petits déjeuners avec des oranges pressées. Donc au début en fait ils ont fait le choix de ne pas mettre des oranges. Et durant l'été, du coup, maintenant qu'ils maîtrisaient bien le process, on a incorporé petit à petit ces oranges-là. Et du coup, il n'y a pas eu de problématique. Et donc, ça, c'est une des craintes qu'on peut avoir. Oui, mais si on met que des oranges, donc les oranges, on a peur d'acidité derrière. Et donc là, il s'avère que l'expérimentation a été efficace et que ça a bien fonctionné, avec un accompagnement derrière
donc important. Et donc ils vont être labellisés site vitrine, ils attendent le panneau pour pouvoir faire l'inauguration. Et donc vous avez aussi donc, un autre exemple, donc là c'était, donc là je ne vous l'ai pas dit, mais Lumière de la Zambétier, et donc un camping, donc la filiale de la NAPA, à Saint-Palais-sur-Mer, donc le camping Bernezac, qui a été aussi installé durant le parcours. Et donc là, on a fait donc, par exemple un composteur sur mesure. Donc là, je vais vous parler de mon autre casquette. Je suis aussi présidente de l'entreprise Naturalien qui fabrique des composteurs et où on peut adapter nos composteurs aux problématiques des structures. Donc ici, on ne voit pas le composteur en entier, mais par exemple, le bac de broyat se trouve au verso des deux autres bacs parce que du coup, il n'y avait pas de possibilité de le mettre tout à côté. Donc voilà, et donc pour cette structure-là, ils ont fait le choix de laisser le composteur en accès libre aux clients, ce qui n'est pas le choix du restaurant, parce que tout simplement, le restaurant, du coup, ils gèrent eux-mêmes leurs biodéchets. Par contre, pour les routiers, il y a un accès pour pouvoir déposer leurs biodéchets dedans. Pour l'instant, c'est un test, parce qu'on ne sait pas si les routiers vont bien gérer et bien déposer les biodéchets ou l'utiliser comme poubelles diverses, on va dire. Voilà. Ça marche. Et donc la collecte, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est notamment pour tous ceux qui n'ont pas de foncier ou pas beaucoup de personnel. Donc le RCCNA, on prône plutôt la collecte de proximité, donc la collecte douce, donc plutôt à vélo. Dans le parcours, il n'y en a pas qui ont été mis en place, mais du coup, Gaëlle pourra en parler, parce qu'ils ont choisi une double solution, donc je lui laisserai parler de la collecte qui a été mise en place chez eux. Et donc les recommandations pour la collecte, c'est aussi l'accompagnement et la formation, tout simplement. Merci beaucoup Aurélie. Alors c'est très difficile pour nous de faire des timings parce que voilà, les thématiques sont hyper intéressantes et il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais essayer de ne pas trop prendre de retard et donc du coup on va passer au témoignage c'est pas la réunion. Donc nous le village océanique, nous sommes un village vacances qui sommes basés sur le bois Plage-en-Rue, juste à 5 minutes d'ici, et nous avons donc 280 hébergements sur 11 hectares. Donc pour le village, donc je te rassure Aurélie, nous ne l'avons pas abandonné. Le compostage, tout va bien. Donc nous avons eu la chance de faire la formation avec Audrey, la directrice du village et moi-même, et nous avons aussi nos deux paysagistes qui sont allés faire la formation cet hiver avec Aurélie sur l'île d'Oléron pour découvrir tous les rouages du compost. Donc on a commencé par cette formation et ensuite nous avons fait donc, le diagnostic sur site. Alors nous, il y a une particularité, donc nous pour la première année nous récupérions la restauration sur le village océanique. Avant on avait qu'une partie gîte avec des cuisines dans tous les hébergements, donc les clients étaient autonomes. Et on avait en gérance la partie snack-restaurant. Depuis cette année, nous avons tout récupéré. Donc déjà la problématique, c'est qu'on ne savait pas du tout quel était le tonnage de déchets qu'on aurait pu avoir en restauration. En tout cas, c'était un peu compliqué d'évaluer. Donc nous, sur le village, on avait déjà des composteurs qui étaient installés un peu partout, mais qui n'étaient pas aussi élaborés que ce que nous avons maintenant. Et la problématique qu'on avait, c'est que les clients, c'était souvent les parents qui disaient « bon, on va emmener des poubelles », et puis les enfants, après, ils fondaient un petit peu les points de compost et les poubelles. Donc on retrouvait dedans il y avait un peu tout et n'importe quoi, donc on a décidé d'arrêter et puis de se mettre dans une démarche un peu plus, non pas sérieuse, mais quelque chose de plus encadré, voilà. Donc pour la partie individuelle, en tout cas pour la partie client, nous on a mis en place des soins compost où là les clients sont complètement autonomes. On avait déjà dans cette démarche, on a beaucoup d'habitués sur le village océanique. Donc cette démarche était déjà un petit peu ancrée, donc les personnes qui déjà le faisaient à leur domicile s'inscrivaient dans la démarche et on a doublé du coup au niveau de la communication pour pouvoir bien informer en fait notre clientèle, les sensibiliser à la démarche pour que du coup cette année d'eux-mêmes ils viennent récupérer un seau à la réception. Donc là c'est eux qui les nettoient pour le coup. Ils viennent donc, de leur compochette chercher leur seau, ils font sur nos seaux on a les petites étiquettes qu'on aurait vues juste avant, donc avec ce qu'on peut mettre dedans, ce qu'on ne peut pas mettre.
On les informe aussi lors de la réunion d'information, on leur explique comment ça fonctionne. Et écoutez, votre compost va bien. En tout cas, le compost, l'aire de compost pour nos clients se porte bien. Ça a bien fonctionné. Et mieux que ce qu'on espérait d'ailleurs, on est assez surpris. Donc c'est nos 2 jardiniers qui s'en occupent. Donc ça c'est la partie individuelle. Et pour la partie restauration, là c'était un plus gros bébé. Donc c'était mettre en place, sensibiliser, déjà former les équipes, parce que même si on était 4 référents sur site, nous on est une équipe, on est 52 sur le village océanique, donc grosse équipe de restauration. Donc c'est former au niveau des cuisines, au niveau du service, parce qu'on a des poubelles de tri dans la cuisine, au niveau de la plonge, on en a aussi au niveau du restaurant du personnel. Donc, début de saison, on fait une réunion pour bien expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. Globalement, ça marche bien quand c'est niveau cuisine, plonge. Bon, quand c'est dans le restaurant du personnel, là, je pense qu'ils n'ont pas encore bien tout intégré. Il y a encore un peu de boulot à faire. Mais globalement, non, ça se passe bien, là-dessus, pas de souci. Et on travaille effectivement, comme là, c'était un peu particulier vu la quantité de déchets que nous avions. On travaille avec Alter Gaia à La Rochelle qui vient nous récupérer en fait directement tous les biodéchets, donc on met dans des poubelles qui passent sur le site. On a fait la prévention aussi, on sensibilise tous nos clients, mais aussi, comme on sait que nos enfants sont prescripteurs, on en profite avec nos clubs, notamment le club enfant où on a installé un potager et où on sensibilise les enfants, on leur explique comment ça fonctionne le compost, comment ça fonctionne un potager. Donc là, ils ont fait pousser cette année. Comme là, c'était la première année où vraiment on mettait en place le compost, pour leurs habiter, on a voulu jardinier, on leur dit vous venez voir l'année prochaine, on mettra du compost, vous verrez comme ça a bien marché. Donc voilà, on fait plein d'activités autour de cette thématique. Et non, c'était une belle expérience pour nous cette année. Et puis on va l'heure des bilans pour pouvoir déjà réévaluer en tout cas quels ont été nos déchets et comment on pourra valoriser, mettre en place d'autres choses pour les années à venir. C'est parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et c'est un plaisir du coup de pouvoir accompagner ici un établissement Artes Tourisme. On a eu l'occasion, peut-être vous aurez l'occasion d'échanger, mais on a accompagné plusieurs établissements de la région de ce groupe qui sont du coup adhérents de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Vu qu'on est un peu en retard, je vous propose une question si possible, et puis après vous avez le temps de faire une petite pause quand même, parce que je sais que ça commence à être un peu long, et qu'après on ait le temps de faire la dernière table ronde. Donc voilà, s'il y a une question éventuellement. Tout le monde est pro du compost, tout va bien. Voilà, s'il n'y a pas de question, ça c'est encore plus rapide. Bon, je vous propose une petite pause, 5-10 minutes grand maximum.